Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas nommer les choses, c'est nier notre humanité. C'est dit par Albert Camus. Madame la députée, chers partenaires, chers professionnels de santé, chers internes en obstétrique, chers représentants d'associations, chers amis et surtout chères patientes. Vous êtes venus parfois de l'autre bout de la France pour être là ce soir et merci d'être là aujourd'hui. C'est un jour important pour la santé des femmes et notamment pour les femmes qui ont accouché par césarienne. Aujourd'hui, le vécu des patientes est au cœur de la réflexion. Je crois que j'ai attendu ce moment depuis le jour où j'ai créé mon entreprise. Wounded Woman, pour soulager les femmes en post-opératoire, c'est bien sa mission. Pour ceux qui connaissent Wounded Woman, vous pourriez vous demander, mais quel est le lien entre des culottes et restituer une étude de recherche à l'Hôtel-Dieu? Mais pour ceux qui connaissent aussi Wounded Woman, le lien est ténu. Il s'agit de soulager les femmes. D'abord avec une lingerie spécialisée que l'on a développée avec notre board scientifique et qui est vendue en pharmacie, dont certaines sont là ce soir et que je remercie. Un podcast, le premier qui parle de cicatrices, pour partager l'expérience des patientes, pour qu'elles se sentent moins seules, mais aussi pour partager le vécu des professionnels de santé et leur discipline. Car oui, Wounded Women s'est innové pour soulager les femmes avec des cicatrices en postpartum et post-opératoire pour améliorer la convalescence. Ce soir, nous allons parler de choses difficiles, de vécus traumatiques. À la question 20 de notre rapport, comment décririez-vous votre expérience de la césarienne? 85% des femmes citent un élément négatif de cette expérience, et c'est 91% pour les césariennes d'urgence. Comme une expérience traumatisante, douloureuse, violente, brutale, une source d'angoisse, de dépression, de stress, et comme un immense sentiment d'échec. Je cite, très difficile, traumatisante. Aucune explication, j'ai tout senti, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. En 2019, j'ai eu une césarienne d'urgence. Je suis moi aussi passée par une salle de naissance calme avec mon conjoint, avec une veilleuse et d'un coup un brancard qui roule vite, une chemise d'hôpital qui vole, le froid glacial du bloc opératoire, les tremblements, la nausée et les difficultés à respirer, les néons du bloc, les bras attachés et être absolument terrifiée. Je me souviens juste d'avoir dit à mon mari d'appeler ma mère pour la prévenir, car elle est infirmière de bloc. Elle est là aujourd'hui et je la remercie. Mais j'avais compris qu'aller au bloc me mettait à risque. J'avais intériorisé, je ne sais pas pourquoi, que mon bébé, lui, serait sauvé. Et puis l'anesthésiste qui se dispute avec la sage-femme derrière ma tête parce que pas de papa en code orange. J'ai reconnu mon fils que l'on m'a présenté quelques secondes grâce à l'écho 3D que j'avais eu. Et cela a permis de créer du lien tout de suite. Et ça, c'est un point très important. Au bloc, ce fut compliqué. L'équipe qui me recousait et que je ne voyais pas derrière le champ se racontait ses vacances et se moquait de moi, car je pleurais beaucoup de déception. J'ai mis plus de 7 heures à émerger, après que l'on m'ait endormi, parce que je ne supportais plus l'anesthésie, et pouvoir prendre mon fils dans mes bras. Puis la suite, beaucoup d'entre vous l'ont vécu aussi. Impossible de rire, de s'asseoir, de prendre son bébé, de marcher, d'enfiler un pantalon, même d'allaiter. La douleur et le choc. Se remettre de l'accouchement et de la chirurgie. Je mettrais 24 heures à comprendre que sans la césarienne, nous aurions pu décéder. J'ai eu une discussion très intéressante lors du hackathon Innover ce week-end avec une gynécologue très investie auprès de ses patientes à Tenon et qui me disait qu'hormis les hémorragies, elle n'avait pas peur pour la vie de ses patientes. Cette confrontation de points de vue est donc très intéressante. Car pour 60% des césariennes, il s'agira d'urgence, de césarienne d'urgence. Et la majorité du temps, nous avons conscience que nos vies ont été sauvées et que nous aurions pu mourir. Une femme qui fait une hémorragie grave et qui entend ces mots, conscient a cette conscience, mais une femme qui n'a pas fait d'hémorragie, qui n'a pas eu de difficultés au moment de son accouchement autre que sa césarienne d'urgence, peut ne pas prendre tout à fait conscience de cet accident d'accouchement, alors que pourtant cet accompagnement permettrait d'améliorer sa guérison physique et psychologique. Cette notion de proximité avec la mort, les femmes en parlent largement dans ce rapport. C'est une notion qui doit absolument être accompagnée, car elle peut plonger les femmes dans une dimension psychique terrible. Cela fait partie de nos recommandations. Nous venions accoucher, pas être opérés et encore moins frôler la mort. Ne vous méprenez pas, je ne blâme pas le personnel soignant. Parfois, certains comportements sont à blâmer, c'est vrai, mais la majorité des soignants sont impliqués à nos côtés, engagés, et même si parfois
ils disent des choses maladroites. Je remercie d'ailleurs mon board scientifique et les 19 professionnels de santé du collège d'experts qui se sont réunis autour de cette étude et avec qui nous avons listé des recommandations. Je tiens quand même à préciser et à saluer leur travail, et je cite une gynécologue. Que nous soyons dans notre lit ou en repas de famille, nous partons enfiler nos gants et nous confronter à la douleur des patientes, à leur angoisse, à la menace de la mort, aux aspects les plus organiques du corps humain, le sang, les selles, les urines, les périnées, les ventres césarisés, les bébés morts et les mamans au tapis en réanimation. Il faut saluer leur travail. Ça, c'est moi qui le dis. Cela fait 3 ans que j'écoute les femmes me raconter leur parcours de césarienne, le manque de compréhension des proches, des soignants et le sentiment d'abandon de leurs soins, et le sentiment d'abandon de soins. Depuis le départ, Wounded Woman est un écosystème intégratif du soin, où la patiente est au centre. La soulager avec un produit efficace, lui donner la parole avec un podcast. Il fallait aussi construire ce parcours de soins, l'animer et former nos acteurs du soin au vécu des patientes. C'est pour cela que j'avais imaginé un parcours de soins intégratif qui prenait en compte que la césarienne est un accouchement, mais aussi une chirurgie invasive. 7 couches de corps sont traversées, de la peau à l'utérus. C'est même la chirurgie la plus pratiquée au monde selon le CNGOF, et pourtant, elle n'a pas de protocole post-opératoire, surtout en sortant de la maternité. Nous sommes des femmes accouchées, mais nous sommes aussi des femmes opérées. Nous avons besoin d'un parcours de soins physiques et psychologiques. Pourtant, il n'existe pas. J'ai donc cherché une équipe avec qui m'entourer pour avancer sur ce nouveau chantier. Et c'est comme cela que, grâce à Gabriel, j'ai rencontré Muriel et Anna, qui est là ce soir, pour bâtir cette étude terrain que vous allez découvrir avec Anne-Marie de l'Institut CSA, qui a analysé de manière indépendante les résultats. Pour construire le parcours de soins des femmes, il fallait donner la parole aux femmes sur leur vécu et ce qu'elles auraient à avoir comme parcours de soins. Et il fallait donner la parole aux soignants pour émettre des recommandations basées sur ces chiffres. Et c'est ce que nous avons fait. Le questionnaire a été partagé par les PMI, les réseaux, les soignants, les hôpitaux, et nous mesurons pour la première fois le vécu des femmes qui ont accouché par césarienne, et ce sur tous les plans, social, médical et économique. Plus de 6000 femmes ont répondu à cette enquête, et 1500 réponses complètes ont permis d'établir ce rapport et les recommandations qui suivent. J'ai bientôt fini. C'est la première fois que ce vécu est mesuré, et j'en suis immensément fière, et je vous remercie tous. Même si je suis un peu triste de la teneur des résultats qui révèlent en fait une grande souffrance. J'ai beaucoup d'espoir car nous avons pu établir 30 recommandations qui seront publiées dans le livre blanc. Une partie d'entre elles sont déjà mises en place pour des césariennes programmées, car oui, c'est un accouchement, mais c'est aussi une chirurgie préparée qui a son petit parcours de soins déjà établi. Tout ce qui, dans le rapport, indique que ces mises en place fonctionnent, le pot à pot, la présence du coparent, une communication fiable, fluide, fiable aussi, fluide avec la mère, un suivi régulier du 1er au 6e mois, à la fois physique et psychologique. Que des choses assez simples à mettre en place et qui fonctionnent. Inspiré de tout ce qui fonctionne lors des césariennes programmées pour améliorer le vécu de la mère et du bébé et du coparent, c'est ce que je souhaite que l'on puisse généraliser à toutes les césariennes. Nous avons émis des recommandations très concrètes et le livre blanc, qui fera 200 pages, sera remis à la HAS pour qu'enfin un protocole existe pour toutes les patientes qui accouchent par césarienne. La recherche a vocation à l'innovation chez Wounded Woman et nous sommes déjà en mesure de vous présenter tout à l'heure le prototype de notre parcours de soins digital post-césarienne. Wounded Woman est donc l'expert qui innove pour améliorer la convalescence des femmes avec de la lingerie innovante, un podcast et un parcours de soins. Certains chiffres et propos ce soir seront durs à entendre, autant pour les patientes que pour les soignants. Si vous avez besoin de sortir, faites-le. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Je viens » ou « Nous venons avec mon mari » à ton événement pour commencer notre parcours d'acceptation et notre thérapie en venant à ton événement aujourd'hui. Je vous remercie pour votre confiance. Merci infiniment d'être là ce soir et les centaines de personnes inscrites en liste d'attente pour recevoir le replay. Je vous remercie tous aussi. Je remercie du plus profond de mon cœur les 6000 femmes qui ont pris le temps d'ouvrir le questionnaire et de commencer à y répondre. Sachez que pour les 1500 réponses complètes, j'ai lu vos 1500 réponses à la question comment avez-vous vécu votre césarienne? Sachez que l'on vous voit, on vous entend et nous sommes tous collectivement avec nos partenaires soignants engagés pour que vous ayez le meilleur parcours de soins possible. C'est mon engagement, je vous l'avais promis et j'y mets toute mon énergie.
nous pouvons enfin dire « on l'a fait ». Je vous souhaite une belle conférence et je vous remercie. Du coup, je donne la parole à Anne-Marie qui va vous présenter au mieux qu'elle peut dans le temps que nous avons le rapport avec tous les chiffres que vous pourrez retrouver dans le livre blanc. Merci. Merci Audrey. Encore une fois, voilà, je suis ravie de pouvoir vous présenter en effet ces résultats. Et donc Audrey a expliqué la méthodologie. Donc c'est vrai qu'on a donc exploité uniquement bien sûr les réponses qui étaient complètes, les questionnaires qui étaient complets. Donc au départ, il y a eu 6000 femmes qui ont été interrogées et qui ont été en contact avec le questionnaire. Et on a donc plus de 1000 femmes, ce qui est un échantillon très important hein, sur cette cible vraiment restreinte. Je veux dire des femmes qui ont accouché par césarienne. Et donc c'est vraiment les femmes qui ont accouché par césarienne au moins une fois dans leur vie. Alors, donc on a quelques petites slides. Alors, je vais essayer de pas vous perdre hein, parce qu'on a beaucoup de sujets à voir. Le questionnaire était très riche, avec aussi beaucoup de questions ouvertes. Hein. Les femmes ont vraiment pu s'exprimer. Donc, vous allez voir, on a en effet travaillé sur ces questions. Alors, les profils des répondantes, déjà pour commencer. Donc, en moyenne, elles ont 35 ans. Elles ont accouché pour 81% d'entre elles entre 2020 et 2024. Hein. Et puis, vous voyez, il y en a 40% qui ont accouché entre 2010 et 2019. Elles ont plutôt un niveau d'études plutôt assez élevé, on va dire. Et elles étaient 18% à être nées elles-mêmes pas césariennes. Alors, je ne vais pas pouvoir, au vu de toutes les données, je ne vais pas sur chaque slide pouvoir tout vous détailler, bien sûr. Donc, vous pourrez le découvrir ensuite. Hein, vous aurez tous ces éléments. Alors, sur cette slide, ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu voir s'il y avait un petit peu des différences en fonction des régions, hein, au niveau donc, des informations qu'elles ont pu nous donner. Alors, je vous donne déjà un petit code de lecture. Quand c'est écrit en vert comme ça, c'est que le chiffre est supérieur en fait au chiffre moyen. C'est-à-dire, si par exemple, je prends ici le 23% pour l'Île-de-France, ici, on est sur la durée, par exemple, du fait d'aller de chez soi à la maternité. Vous voyez, en Île-de-France, le pourcentage moyen est de 27% des femmes. Donc, il y a plus de femmes dans ce département qui ont un trajet de 15 à 30 minutes. D'accord ? Donc, vous voyez que en Île-de-France, voilà, donc le trajet était, elles sont plus nombreuses à nous dire qu'elles avaient un trajet important. Si on regarde par exemple la région Auvergne, vous voyez, elles sont 13% dans cette région. Eh bien, on voit que là, et c'est ça qui est intéressant, et c'est en ça où cette slide est aussi intéressante, on voit que là, elles sont plus nombreuses à nous avoir mentionné qu'elles ont vécu ça vraiment de façon compliquée, difficile, désagréable. Donc, c'est vrai que quand après, on rentre un peu plus dans le détail de l'étude, on peut se rendre compte qu'il y a aussi des spécificités régionales et qui seront à prendre en compte également. Donc, si on commence aussi, nos femmes, en fait, donc elles pouvaient avoir accouché plusieurs fois. Donc là, en effet, 48% des femmes avaient accouché plusieurs fois. Dans ces femmes-là, eh bien, vous voyez, il y en a les 3/4 qui ont accouché uniquement par césarienne. Donc, ça peut être plusieurs fois, mais uniquement par césarienne. Et il y en a 24% qui ont accouché par césarienne et par une autre méthode, par voie basse également. Alors, vous voyez que là, vous avez d'autres chiffres en vert. Vous avez CU, par exemple, 78 et vous avez CP 30%. Donc là, ces petits chiffres-là, ça vous montre que les femmes qui ont accouché en césarienne d'urgence, eh bien, elles sont plus nombreuses ici à avoir accouché uniquement par césarienne. Et vous voyez que c'est l'inverse pour les césariennes programmées. Alors, quelles sont les conditions d'accouchement? Donc, il y avait des questions pour arriver à définir un petit peu justement toujours le profil de nos femmes. Vous voyez qu'il y en a 24% qui ont accouché prématurément. Il y en a 13%
qui ont été dans un parcours de PMA. Il y en a 8% qui ont déjà vécu une césarienne du fait d'une prééclampsie. Il y en a 5% qui ont vécu donc une grossesse multiple et il y en a 14% qui ont déjà été en situation d'obésité. Encore une fois, je ne peux pas tout détailler, mais vous voyez un petit peu, il y a beaucoup d'informations. Vous pourrez les regarder en détail, tout ce qui vous intéresse plus particulièrement. Ça, c'est une slide vraiment très importante. C'est la répartition des césariennes en fonction de si elles sont des césariennes en urgence ou des césariennes programmées. Vous voyez que les 3/4 des femmes eh bien, ont eu une césarienne, qui ont répondu à l'enquête, bien sûr, ont eu une césarienne en urgence. Et on se rend compte que là, il y a un nouveau petit logo qui apparaît, c'est le logo DPP 82. Donc, quand on a des DPP, c'est nos femmes qui ont déclaré à un moment donné, nous verrons ça plus loin, une dépression du postpartum. Mais on a ajouté à ces femmes-là, parce qu'il y a celles qui ont été diagnostiquées, mais il y a aussi celles, et on a donc l'information aussi, qui ont le sentiment d'avoir eu une dépression du postpartum. Et ça, c'est aussi très important, en fait, parce que c'est le fait de l'avoir senti, pour nous, on les a globalisés avec les femmes qui ont été diagnostiquées. Donc, vous voyez que, en fait, les femmes qui ont eu une dépression du postpartum, elles sont encore plus nombreuses à avoir accouché par une césarienne versus les femmes donc, qui sont par une césarienne programmée. Donc, quelles sont les différences de code entre, donc, vous voyez qu'il y a 31% des femmes qui ont accouché donc, en code rouge, il y en a à peu près la même chose, 29% en code orange, 24% en code vert. Et quand elles ont eu une césarienne programmée, eh bien, vous voyez que dans 91% des cas, eh bien, il y avait en effet une indication médicale. Alors, comment s'est déroulée cette césarienne ? Tout d'abord, est-ce qu'on a informé la future maman qu'elle allait avoir l'incision? Eh bien, vous voyez que dans un tiers des cas, elles n'ont pas eu d'information donc sur ce moment de l'incision. Et quand on leur demande aussi ensuite si elles ont eu du soutien quand elles ont été recousues, et là, vous voyez que dans 40% des cas, 40% des femmes, eh bien, elles nous disent non, on n'a pas eu, elles ont le sentiment de ne pas avoir eu de soutien. Heureusement, il y en a quand même 61% qui nous disent oui, j'ai été soutenue par l'équipe, mais vous voyez que ça concerne davantage les femmes qui ont eu une césarienne programmée. Alors, est-ce qu'elles ont eu droit à un débrief, en fait, une fois que tout ça s'est passé? Eh bien, vous voyez que pour presque 6 femmes sur 10, eh bien, il n'y a pas eu de débrief, en fait. Et c'est encore plus vrai à chaque fois. Vous allez voir, c'est plus vrai pour les femmes qui ont accouché donc, en urgence, qui ont eu une césarienne en urgence, et pour les femmes qui ont eu une dépression. Donc, il n'y a pas eu de débriefing. On a laissé la femme comme ça, à gérer toute seule, en fait, tout ce qu'elle vient de vivre. Et pour autant, vous voyez que 43% de ces femmes, eh bien, elles auraient bien aimé, en effet, avoir un débrief. Alors, comment les femmes ont vécu ces premiers moments avec la cicatrice? Parce que comme le décrivait Audrey, on n'est pas venu pour ça. Et d'un coup, on se retrouve à gérer ces premiers moments. On découvre qu'on a cette cicatrice. Eh bien, vous voyez que pour 9 femmes sur 10 qui ont eu une césarienne, eh bien, ça a été mal vécu. Elles ont eu mal, elles ont eu peur, elles ont été fatiguées, elles étaient tristes. Et vous voyez qu'il y en a un tiers uniquement qui était heureuse, alors que quand même, elle venait de mettre au monde un enfant. Alors, un des sujets aussi qui est très intéressant, c'est tout ce qui concerne le lien familial. Est-ce que ces femmes étaient entourées au cours donc, de cet événement? Vous voyez que donc on a une question qui leur demandait est-ce que votre partenaire était présent dans la salle donc au moment de l'accouchement. Et là, on se rend compte que quand c'était une césarienne programmée, en effet, il y a 80% des femmes qui disent oui, elles étaient accompagnées, leur partenaire était présent. Quand c'est une césarienne d'urgence, il n'y en a que 60% des femmes qui disent qu'elles ont en effet eu leur partenaire avec eux.
avec elle. Est-ce qu'ensuite, la question, c'était aussi de se dire, est-ce que après, en post-mortem, vous avez eu aussi, vous avez pu être accompagné? Heureusement, là, on voit qu'on a quand même 87%, donc près de 9 femmes sur 10, qui se disent oui, j'ai été accompagnée. Mais je dirais que si on regarde quand même, il y a quand même 13% qui ont été seuls et qui n'ont pas été accompagnés. Le contact aussi, un moment important quand on découvre en fait son bébé. Est-ce qu'il y a eu ce contact peau à peau avec son enfant? Vous voyez que là, pratiquement aussi la moitié des femmes n'ont jamais eu ce contact peau à peau et on le retrouve d'autant plus quand les femmes ont accouché avec une césarienne d'urgence. Au niveau de l'allaitement, vous voyez qu'il y a donc 2 tiers des femmes qui ont pu allaiter ou qui ont au moins qui ont essayé. Et vous voyez que ce qui est important, c'est il y en a 33%, c'est ce que décrivait aussi Audrey tout à l'heure, c'est 33% qui disent mais c'était compliqué parce qu'en fait j'ai ma cicatrice, donc pour allaiter je mets mon bébé, enfin c'est très, on verra aussi que c'est la cicatrice est douloureuse, donc on voit vraiment que elles ont essayé, mais que ça n'a pas été, pour au moins la moitié d'entre elles, ça n'a pas été facile. Alors, est-ce qu'au retour à la maison, il y a eu de l'aide de l'entourage? Mais vous voyez que donc il y a 3 femmes sur 10 qui disent non, je n'ai pas eu d'aide. Et on retrouve nos femmes ici qui ont déclaré ou qui ont été diagnostiquées avec une dépression du postpartum. Celles qui ont eu en effet de l'aide de l'entourage, mais qui c'est qui les a aidées? Eh bien, vous voyez que c'est surtout les parents en fait de la jeune accouchée et surtout la maman. 32%. Et puis ensuite, vous avez le conjoint, le partenaire. Vous avez un autre membre de la famille, donc qui peut être un oncle, une tante. Et puis, vous avez les beaux-parents à 18%. Et puis, parfois, il y a des voisins aussi qui peuvent venir aider à 13%. En ce qui concerne la sortie, alors déjà, vous voyez, il y a 37% des femmes, donc là on est sur le délai de sortie de la maternité. Il y a 37% des femmes, donc près de 4 femmes sur 10, qui sont sorties, qui ont eu une césarienne et qui sont sorties à J+5. Et on voit qu'il y en a donc 29% qui sont restés plus longtemps avec donc plus de 6 jours. Et on a aussi 34% des femmes qui nous ont dit qu'elles sont restées que 3 jours, 3 à 4 jours maximum. La durée du congé de maternité. Donc là, la question était combien de temps de votre congé de maternité a-t-il duré? Donc peut-être que là, la question n'était pas forcément assez précise parce que donc il y a le congé avant, le congé après, mais toujours est-il, ce qu'on peut quand même voir, c'est qu'il y a près de la moitié des femmes qui ont eu une durée longue de congé de maternité. Alors, pourquoi cette prolongation de congé de maternité? Pourquoi le congé a été prolongé? Eh bien, vous voyez que pour 6 femmes sur 10, c'est pour une raison médicale, soit liée à elles-mêmes, soit liée à l'enfant. Donc, quand c'est lié à l'enfant, elles nous ont dit, puisque ça, c'était une question ouverte, donc elles se sont exprimées. Donc, si c'est lié à l'enfant, c'est parce qu'il y avait de l'allaitement prophylactique, des problèmes de santé de l'enfant, un deuil périnatal, un accouchement prématuré ou un enfant en réanimation néonatale. Quand c'est lié à l'accouchement, ça peut être lié, comme elles nous l'ont dit, à une dépression du postpartum, ça peut être un stress post-traumatique, ça peut être une grossesse gémellaire, et puis problèmes de santé liés au postpartum. Et puis, ça peut être aussi lié à des problèmes de santé physique, mais aussi psychique. Voilà. Donc, carrément, un burn-out, de l'épuisement. Enfin, c'est vrai que les verbatim, on en verra tout à l'heure, sont très forts. Alors, on leur a demandé est-ce qu'elles auraient aimé
en effet avoir une durée de congé de maternité plus longue. Eh bien, elles sont 73% d'entre elles à nous dire bah, oui, j'aurais vraiment préféré j'aurais aimé avoir un congé de maternité plus long. Et voyez, 32% nous disent entre 3 et 6 mois. Et pour quelles raisons? Eh bien, bien sûr, pour profiter de l'enfant, vous voyez, pour des raisons liées à l'enfant, mais surtout, on voit 34%, c'est lié à l'état physique de la maman. Et d'autant plus quand on a accouché donc en césarienne d'urgence ou qu'on a eu une dépression du postpartum. Alors, quel est le vécu de la césarienne? Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que moi-même, qui n'ai pas accouché par césarienne, j'ai vraiment été très choquée. Je pense quand j'ai lu ces verbatims, vous voyez, ça m'émeut. Alors, donc, en effet, comme Audrey l'a annoncé tout à l'heure, 85% d'entre elles nous ont cité un élément négatif. Alors, les éléments négatifs, le premier, c'est une expérience traumatisante, impressionnante, violente et brutale. Et vous voyez, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais vous voyez à quel point pour les césariennes d'urgence et les césariennes, les femmes qui ont eu une dépression, que c'est à chaque fois encore plus marqué. Ensuite, on a tout ce qui est douleur, hémorragie ou autre effet secondaire. Ensuite, on a la non-préparation, le fait d'avoir pas du tout d'accompagnement, même par exemple dans les cours préalables d'accouchement, c'est pas forcément un sujet qui est abordé. Ensuite, vous avez de l'angoisse, de la dépression, de la frustration, du stress. Ensuite, vous avez une expérience médicalisée, donc pas du tout vécue comme un accouchement. Ensuite, vous avez une expérience difficile, bizarre, intense. Il y a là aussi la notion de solitude, hein, parce qu'en fait, il y a cette notion d'avoir été séparée avec le bébé et aussi pour certaines, le fait de nous dire qu'en fait, ça a été long entre le moment où ça a été terminé et où elles ont vu pour la première fois leur bébé. Il y en a 12% qui nous parlent de manque de froideur et d'humanité. Et voilà, la durée, vous voyez, c'est 8%, c'est ça dont je vous parlais. Et puis aussi le sentiment d'une césarienne non consentie. Alors, voici quelques exemples de verbatim. Donc, je ne vais pas tous les lire, mais voyez, c'est une expérience traumatisante. Je me suis sentie extrêmement vulnérable et impuissante. J'ai l'impression qu'on m'a volé la belle rencontre que j'aurais dû avoir avec mon bébé, dont je n'ai pas de souvenir précis. Si j'en lis un autre, je peux vous, voilà, très difficile car je supporte mal l'anesthésie et très angoissante, sentiment d'échec très profond et de honte après la première césarienne, pas très à l'aise avec ça, l'allaitement m'a sauvée sur mon estime de moi. Voilà. Ensuite, si j'en lis un dernier, je me suis mise dans une bulle, je me suis sentie très seule. J'aurais voulu qu'on me tienne la main, qu'on me parle. Ils ont fait leur petite affaire comme si je n'étais pas là. En me recousant, j'étais désemparée et extrêmement déçue. Et j'ai culpabilisé de ne pas offrir cela à mon compagnon. J'ai été seule et je n'ai pas vu mes enfants. Heureusement, il y a quand même 50% d'éléments positifs qui ont été cités, hein, puisque chaque femme pouvait à la fois citer quelque chose qui était négatif, mais aussi positif. Hein. Elle pouvait vraiment, elle s'exprimait complètement librement. Donc, en tous les cas, voilà ce qu'on nous a dit en positif. Donc, il y en a 33% qui nous ont dit qu'elles avaient eu un accompagnement de l'équipe médicale. Donc voilà, de la douceur, du confort, que c'était agréable. Voilà, c'était un bon souvenir. Et il y en a 22% qui nous parlent aussi des professionnalismes et un sentiment de sécurité médicale. Avec aussi des mots. L'équipe de sages-femmes et gynéco de la salle d'accouchement ont tout fait en douceur et dans le respect le plus total. Très bonne préparation, acte très bien expliqué, très bon vécu.
Et si j'en lis un dernier, j'avais très peur, mais l'équipe médicale a été géniale, très à l'écoute, que ce soit avec moi et le papa, je n'ai pas souffert et j'ai pu profiter de mon bébé dès sa naissance. Alors maintenant, on va regarder la prise en charge de l'aspect psychologique. Alors, est-ce qu'il y a eu un accompagnement donc de cet aspect psychologique? Vous voyez que pour 7 femmes sur 10, il n'y a pas eu d'accompagnement. Donc, il y en a 26%, non, il y en a 45%, pardon, qui disent qu'elles auraient bien aimé en avoir un. Alors, là, ici, elles pouvaient s'exprimer sur l'accompagnement qu'elles auraient aimé ou pourquoi elles auraient eu besoin d'un accompagnement. Quand elles s'exprimaient, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient. Et donc, vous voyez que si on regroupe un peu les sujets, eh bien, déjà, elles auraient aimé avoir donc un accompagnement psychologique sur l'accouchement lui-même, parce que là, il y a vraiment eu un stress. Donc, ça aurait été bien d'avoir cet accompagnement. Aussi, comme on le disait tout à l'heure, le débrief de l'accouchement. Et puis également, de l'aide dans l'acceptation en fait de l'accouchement par césarienne pour les aider à déculpabiliser, parce qu'on sent nettement dans ce qu'on a pu lire qu'il y a beaucoup de culpabilité qui est ressortie du fait quelque part de ne pas avoir l'impression d'avoir vraiment mis au monde son enfant. Alors, là, c'est l'information dont je vous parlais tout à l'heure. Combien vraiment ont été diagnostiqués avec une dépression du postpartum? Vous voyez qu'il n'y en a que 16% qui ont vraiment eu ce diagnostic. Et c'est un petit peu plus important donc, pour les femmes qui ont accouché en césarienne d'urgence. Et vous voyez qu'il y en a 30% qui nous disent bah non, mais je pense vraiment avoir été concernée par une dépression. Donc, ça veut dire que pratiquement la moitié des femmes ont le sentiment ou ont été diagnostiquées d'avoir eu une dépression du postpartum. Au niveau de la prise en charge, qu'en est-il? Eh bien, vous voyez, il y en a donc 3 sur 10 qui nous disent bah oui, moi j'ai été prise en charge. Voilà, j'ai été prise en charge et vous voyez qu'on retrouve les femmes qui ont été diagnostiquées. Elles sont donc nettement plus nombreuses à avoir en effet une prise en charge. Mais par contre, vous voyez, on en retrouve aussi, puisqu'on voit quand même qu'il y en a aussi 3 sur 10 des femmes qui n'ont pas eu de prise en charge, et on retrouve aussi des femmes qui ont été diagnostiquées. Donc c'est là où on se rend compte aussi que c'est pas parce qu'elles ont été diagnostiquées qu'elles ont eu aussi un suivi et une prise en charge. Alors ici, on a laissé, parce que dans le rapport, il y a des slides de conclusion à chaque partie, on a laissé ici la conclusion sur la dépression du postpartum. Je ne vais pas tout vous détailler parce qu'on a vu beaucoup déjà de ces informations, mais en fait, voilà, pratiquement tous les facteurs sont encore aggravés pour toutes celles qui ont eu une dépression ou qui ont eu le sentiment d'avoir une dépression du postpartum. Alors, les soins en postpartum. Tout d'abord, la cicatrice. Donc, on leur demandait si ça avait été douloureux, cette cicatrice. Et vous voyez qu'on en a la moitié des femmes qui nous mettent en effet une note de 7 à 10, donc au niveau, une échelle de douleur de 7 à 10. Et on en a même 36% qui mettent une note au-delà de 8. Et surtout, en fait, vous voyez qu'en effet, celles qui mettent une note de 7 à 10, ce sont plus nos femmes qui ont accouché avec une césarienne en urgence et celles aussi qui ont eu des douleurs et des hémorragies. Et vous voyez que la douleur aussi a duré longtemps, puisque voyez, la douleur a pu durer de 1 mois jusqu'à 6 mois. Donc, vous vous rendez compte, il y a 39% des femmes qui nous déclarent avoir eu cette douleur qui a duré dans le temps.
Ensuite, le rapport au corps. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est, vous voyez, 72% des femmes trouvent qu'en effet, leur corps a changé avec la césarienne. Et qu'est-ce qu'on retrouve en premier quand on leur demande justement pourquoi vous avez cette perception négative? Ben, c'est encore vraiment lié à cette cicatrice, voilà, avec donc ces bourrelets, la non-acceptation de cette cicatrice qui vraiment n'était pas du tout prévue. On n'en a jamais parlé au préalable et en plus, comme vous avez pu le voir, on les a pas vraiment prévenus non plus au moment où on l'a fait. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à vivre. On retrouve ici la notion aussi que la cicatrice était quelque chose d'invalidant, comme on a pu le voir tout à l'heure sur quand elles allaitent, notamment leur enfant. Donc on retrouve aussi 30% des femmes ici qui mettent une note de 7 à 10 sur ce côté invalidant. À quel point ça les a limités dans leur vie. Donc, vous voyez qu'il y a plus de 50%, il y a 50% pardon, des femmes qui nous disent bah oui, ça m'a limité pour s'occuper de mon enfant, dans mon autonomie à la maison. Également, vous voyez qu'il y en a plus d'un tiers qui nous disent ça m'a limité dans ma vie intime et sexuelle, dans mes activités sportives. Donc, vous voyez que cette cicatrice a vraiment été très handicapante. Un autre point, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, bah, peut-être que celles qui ont vécu plusieurs césariennes, elles trouvent peut-être que ça s'arrange, que ça s'améliore au fur et à mesure des césariennes. Donc, quelle est l'expérience par rapport à le fait d'avoir eu plusieurs césariennes? Eh bien, vous voyez, est-ce que au niveau de la douleur, est-ce que au niveau de la convalescence, est-ce que ça s'est amélioré? Ben, vous voyez qu'il y en a quand même 3 femmes sur 10 aussi qui nous disent que ça empire. Alors, les soins du postpartum. Donc, on va parler maintenant de parcours. Donc, on demandait aux femmes est-ce qu'elles ont eu un parcours aménagé au cours, donc après la césarienne. Donc, vous voyez, on a 51% qui nous parlent d'un suivi avec la sage-femme de 12 jours, puis des séances de suivi jusqu'à la 14e semaine. Il y en a 18% qui sont rentrés dans un Prado. Et vous voyez qu'il y en a 31% qui nous disent oui, j'ai eu un parcours aménagé, mais sans vraiment le définir. Et quand on leur demande eh bien, quel était le contenu un petit peu plus en détail de ce suivi, eh bien, on voit que c'est toujours en lien plutôt avec donc, la cicatrice, avec les hémorragies, avec la rééducation. Quelle a été la fréquence de suivi? Mais vous voyez que en fait plus de 4 fois, donc jusqu'au rendez-vous des 6 semaines déjà dans un premier temps, vous voyez que plus de 4 fois, donc dans 27% pour 27% des femmes, et un peu plus en effet pour celles qui ont été diagnostiquées avec une dépression du postpartum. Et pendant l'année après l'accouchement, on retrouve le plus de 6 fois également plus important pour celles qui ont eu une dépression. Mais vous voyez que surtout, qui est dans 41% des cas, en fait, le niveau de visite a été faible, de 1 à 2 fois, voire jamais. Alors là, je crois que c'est la dernière slide. J'ai plus de salive, mais quelle est donc justement, est-ce qu'à un moment donné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous avez été informé des conséquences de cette cicatrice et même des possibilités à un moment donné d'avoir une cicatrice, donc d'envisager que ça peut, bien vous voyez qu'en 60% des cas, les femmes nous disent que non. Et quand elles l'ont eu, eh bien, c'est la sage-femme et principalement, on peut dire, qui a donné cette information. Ah non, bah non, il nous en reste quand même la note positive. Quels sont les souhaits? Parce qu'on leur a demandé également de s'exprimer sur quels sont les souhaits d'un parcours de soins, quelles sont leurs idées, comment elles-mêmes elles pensent qu'on peut améliorer en fait ce parcours de soins. Et ben vous voyez qu'elles nous citent davantage d'accompagnement, donc à 50%.
Alors, accompagnement avec un spécialiste, accompagnement dans le postpartum, accompagnement sur la cicatrisation, les douleurs, la rééducation, accompagnement aussi dans tout ce qui est retour à la maison. Donc, vous voyez, on retrouve bien tous les sujets qu'on a pu aborder. Également, davantage de prise en compte de la personne. Voilà, vraiment pouvoir quand même être là, on vient pour accoucher et donc eh bien que ça perdure, même si bien sûr ils font tout pour que la maman et le bébé aillent bien à la fin de l'opération et davantage d'informations. Voilà, merci. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route avec tous ces chiffres. Merci beaucoup à Anne-Marie. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont permis que cet événement ait lieu. Je vous remercie encore tous. Et merci à ceux qui ne sont pas d'aller chercher de l'eau, qui vont quand même. Moi, je ne vais pas vous rappeler tous les chiffres. J'ai beaucoup de papier, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Nous, on a émis 30 recommandations. Je vous invite à aller lire le livre blanc quand il sera mis en ligne dans les prochains jours. En fait, il y a énormément de recommandations parce qu'il y en a par chapitre. Donc, de l'amont, pendant la césarienne, en salle de réveil, enfin au bloc, en salle de réveil, à la maternité et à la maison. Mais l'idée, c'était d'en retenir 30. 30, c'est déjà beaucoup. Vous verrez qu'en fait, une grande majorité sont des choses assez simples à réaliser. Il faut juste pouvoir prendre le temps de se poser, de se dire qu'on le fait. Et je remercie les soignants qui sont là aujourd'hui et qui le mettent déjà en place, enfin qui mettent déjà en place beaucoup de ces recommandations dans leur structure. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça soit généralisé à tous nos hôpitaux et toutes nos maternités. C'est parti, accrochez-vous. La première, donc, informer toutes les femmes des aléas obstétricaux potentiels, et notamment celui de la césarienne, de son déroulé, de ses conséquences sur la mère et l'enfant, à la maternité et après. Et ça, dès le rendez-vous au cours de la grossesse et lors des cours de préparation à l'accouchement, parce que ce n'est pas fait aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de vous faire la petite intro avant ça parce qu'on doit respecter notre timing, mais ce qui rend les chocs psychologiques souvent importants, c'est qu'en fait, on n'imagine pas que cette césarienne est possible, et comme plus de 60% des césariennes sont en urgence, le choc est donc important puisqu'on n'y est pas préparé. Deuxième recommandation, alors elles sont dans l'ordre chronologique du vécu de la mère. Donc là, on est dans l'amont. Engager la communication avec les patientes dès la grossesse, prévoir un temps de rencontre patient-soignant à la maternité une fois par mois pour échanger sur les pratiques de la maternité et répondre aux besoins des femmes et des couples. Ça, c'est pareil, c'est déjà fait dans plusieurs maternités, notamment à Paris. Je sais que les diaconesses le font, Tenon le fait aussi. Les Bleus sûrement aussi, je ne sais pas tout de toutes les maternités. Proposer systématiquement la visite de la maternité en incluant le bloc opératoire et pas que la salle de naissance, pour que le couple puisse visualiser le lieu où aurait lieu cette césarienne. Et si une visite n'est pas possible, faire un film, tout simplement, et mettre un petit film sur le site de la maternité qui permet de visualiser les lieux sans y avoir forcément mis les pieds ou avoir visité. On comprend bien que les lieux sont utilisés. Quatrième, prendre les rendez-vous de suivi postpartum avant le rendez-vous recommandé des 6-8 semaines. Donc tout ça pour éviter ce qu'on appelle le no man's land du temps de l'accouchement jusqu'à ce rendez-vous des 6-8 semaines. C'est une kiné qui a utilisé ce mot, c'est trouvé ça drôle. Enfin, c'est pas drôle, mais on comprend quoi. Donc d'anticiper tous les rendez-vous du postpartum avant l'accouchement. Prévoir un projet de naissance qui comprendrait les souhaits de la mère si elle avait une césarienne, et travailler avec l'équipe de la maternité pour l'adapter à la structure et justement voir ensemble les facteurs de risque de cette césarienne. Sixième, mieux prendre en compte l'anamnèse des femmes en général. Expliquer à une femme qui présente des risques, macrosomie, diabète gestationnel, prééclampsie, grossesse multiple, utérus cicatriciel, etc., que la césarienne est une possibilité et l'accompagner à s'y préparer. S'il y a une demande de césarienne programmée, pour des raisons qui sont propres à la mère, il y a plein d'exemples, mais je ne les détaille pas tous, cela doit être aussi entendu et accompagné, quelle que soit la décision finale qui sera prise par la femme et par l'équipe. Sur le pendant, c'est la 7e, bien communiquer avec la patiente et le coparent à toutes les étapes. Expliquer le départ en césarienne, autant que possible. Expliquer les étapes au bloc, pourquoi les bras sont attachés. Pourquoi est-ce que je peux trembler ou vomir? Pourquoi quand on va démarrer l'accouchement?
ce qui se passe pour soi et son bébé. 8e, permettre aux coparents d'être présents pour la naissance par césarienne auprès de la mère, et afin d'assurer, d'être présent auprès de la mère et à défaut de demander à une personne de l'équipe d'être au chevet et à côté de la mère, soit à côté de notre tête. Présenter le bébé systématiquement à la mère, c'est la 9e. Autant que possible, lui permettre un pot à pot et une première tétée si c'est souhaité. Ce premier contact est essentiel physiquement et psychologiquement pour la mère et l'enfant, et il y a des études sur le sujet. Et d'ailleurs, les maternités qui le pratiquent voient des effets sur la gestion et le ressenti de la douleur. 10. Rassurer et féliciter la patiente pendant la suture. On a accouché quand même, merci. Elle a le champ opératoire devant elle et ne voit rien. Et elle a les bras attachés. Enfin, je vous laisse imaginer, je ne peux pas le faire là du coup, mais voilà. Je suis dans la bonne couleur pourtant. Mais elle entend tout ce qui se passe. Et c'est un moment d'extrême vulnérabilité. 11. Appliquer les 24 recommandations du carreau pour limiter les problèmes d'anesthésie, notamment les césariennes à vif, qui sont toujours autour de 10%. Ça veut dire que les femmes ne sont pas anesthésiées pendant leur césarienne. Après la maternité, donc nouvelle rubrique. 12e, assurer le lien familial dès la première minute de vie, donc au bloc en salle de réveil. Oui, pardon, excusez-moi, c'est la rubrique après la césarienne, mais quand on est à la maternité. Avoir la présence du coparent et ramener l'enfant à sa mère en salle de réveil autant que possible. Limiter la séparation mère-enfant au maximum. Ce n'est pas du tout fait aujourd'hui dans un grand nombre de maternités pour des raisons d'organisation, de structure. Point 13. Communiquer avec la mère s'il y a une séparation, par exemple une réanimation néonatale, lui donner des nouvelles régulièrement de son bébé. Ça, c'est par l'équipe de salle de réveil. La rassurer et repérer les premiers signes potentiels de dépression. 14. S'il y a une réanimation néonatale, permettre à la mère d'aller au chevet de son bébé qui est en réanimation, en fauteuil roulant et avec de quoi surélever ses jambes. Être assis dans un fauteuil roulant avec les jambes qui ne sont pas soulevées quand on a eu le ventre ouvert, je vous laisse imaginer, c'est absolument pas confortable et ça fait mal. Point 15. Débriefer le coparent au plus vite de comment s'est déroulée la césarienne et de comment vont maman et bébé. Il sera aussi nécessaire de le briefer sur les impacts physiques et psychologiques de la césarienne sur sa compagne, surtout si elle a eu lieu en urgence, afin qu'il puisse anticiper ses besoins et la soutenir, notamment à la maison. Vous avez vu que c'était 31% les conjoints et 72% les parents. C'est aussi parce que des femmes qui ont répondu, il n'y avait pas encore le congé des 28 jours. Donc ça joue aussi dans le chiffre. Enfin bon, quand même. 16. Débriefer plusieurs fois la mère, une fois à chaud après la césarienne, à tiède pendant le séjour et à froid avant la sortie, puis à nouveau lors du rendez-vous postnatal précoce. J'ai volé cette façon de parler, je ne vous dirai pas du qui il est en face de moi. Lors du rendez-vous prénatal précoce qui a maintenant lieu à 1 mois. Et on a aussi émis un guide du bon débriefing qui est détaillé dans le livre blanc et qui est à destination des équipes. On évite les débriefings du style vous nous avez fait très peur, heureusement que j'étais là. Vous voyez, ce genre de choses. Point 17. Détecter les premiers signes de dépression du postpartum ou de stress post-traumatique pour proposer un suivi psychologique dès la maternité. On vous a détaillé dans le livre blanc plusieurs outils possibles qui sont déjà utilisés dans plusieurs de nos maternités. Donc je vous laisserai aller lire tout ça. Non pris en charge, tous ces soucis et ces difficultés psychologiques peuvent altérer le lien mère-enfant et impacter lourdement la vie de la mère. Je ne sais pas si vous le savez, parce qu'on dit que des chiffres très gais aujourd'hui, que le suicide est la première cause de mortalité des mères dans la première année de vie de l'enfant. Bon, des femmes dans la première année de vie de l'enfant. La prise en charge psychologique peut donc aussi concerner le coparent. 8 à 10% des pères font une dépression. On parlera du livre tout à l'heure du docteur Lucie Joly qui parle de tout ça. Point 18, je me dépêche. Prendre les mesures nécessaires pour améliorer la prise en charge globale des césariennes d'urgence. Donc là, à tout niveau, mais voilà, je ne vais pas détailler. 19. Soutenir avec douceur et bienveillance la mère qui a accouché par césarienne en chambre à la maternité. L'aider à attraper son bébé. Quand on a le ventre ouvert, on ne peut pas se tourner comme ça pour prendre un enfant dans un berceau. C'est bête, mais c'est vrai. L'aider à faire les premiers soins à son enfant. L'aider pour le lever précoce et pour la première douche et la découverte de la cicatrice, comme ça est fait en oncologie notamment. 20. Former les équipes à la prise en charge des femmes qui ont vécu ou vivent une hémorragie lors de leur césarienne et qui ont parfois risqué la mort et ont eu une conscience, à qui on l'a dit.
Et améliorer la surveillance en suite de couche. Là, il y a eu des recommandations très claires sur le sujet, sur les défauts de surveillance en suite de couche, les hémorragies, dans 2 rapports, donc celui des morts maternelles de 2024 et dans le rapport du Sénat du 11 septembre. Point 21, prendre en charge la douleur à tout moment du parcours à la maternité et pour la sortie. 22, améliorer la surveillance des femmes en suite de couche pour limiter les risques de décès par hémorragie. Je refais le lien avec le rapport. À la maison, point 23, remettre une fiche de sortie résumant les conseils principaux de soins, de rendez-vous médicaux, l'écosystème de soins disponibles autour de la patiente. C'est une approche intégrative du soin. Il y aura aussi les numéros verts d'urgence, les associations, etc. Et cette fiche conseil sera dans le livre blanc comme exemple pour être remise ensuite aux maternités. Point 24, recommander les professions qui peuvent soulager et aider la mère et l'enfant dès le retour à la maison. Kinésithérapeute, ostéopathe, consultante en lactation, psychologue, psychiatre, cours de portage adapté aux cicatrices de césarienne, dont la majorité, donc la majorité de ces soignants peut se déplacer à domicile ou faire une visio. Et lui indiquer les signes aussi de consultation d'urgence. Il y a beaucoup de retours sur les femmes qui n'ont pas compris qu'en fait elles avaient une infection. Point 25, mentionner les soins alternatifs pour la prise en charge de la douleur ou des adhérences cicatricielles. On parle par exemple de la técarthérapie, des traitements des œdèmes, voilà, mais c'est hyper important parce que c'est des douleurs qui durent très longtemps et qui se généralisent dans le ventre. Point 26, s'assurer que la durée d'ordonnance correspond aux besoins de la mère en post-opératoire et pas seulement 12 jours, qui est l'ordonnance de post-accouchement. Point 27, allonger le congé maternité grâce au congé pathologique postnatal de 14 jours, qui est renouvelable et si possible jusqu'aux 6 mois du postpartum. Point 28, donc on est toujours sur cette idée d'éviter le no man's land jusqu'aux 6-8 semaines. Donc il a été recommandé par notre collège d'experts, dont plusieurs sont là ce soir, merci aussi encore. Une consultation à domicile par semaine le premier mois, donc par une sage-femme, une infirmière puéricultrice par exemple. Le rendez-vous postnatal précoce fin du premier mois, si possible à la maternité de l'accouchement. 2 consultations le deuxième mois, une consultation par mois pendant les 3 mois suivants. Et surtout, expliquer aux patientes qu'elles peuvent reprendre des rendez-vous et que ce n'est pas parce qu'on ne leur dit pas de les prendre qu'il ne faut pas les prendre. 29, systématiser le rôle de la sage-femme référente pour un suivi postpartum coordonné et adapté. Et enfin, animer le lien ville-hôpital. Des choses existent déjà, mais en faisant justement des points rencontres régulièrement et en formant les soignants de ville aux pratiques de la maternité et justement pour proposer ces soignants dans le parcours postpartum. De manière générale, sensibiliser davantage l'opinion, les employeurs et la société dans son ensemble sur l'intensité du vécu physique, chirurgie et psychologique que vivent ces femmes pour être mieux entourées à domicile et accompagnées à leur reprise du travail. Je rajouterai pour terminer, avant qu'on passe à la table ronde, que la recommandation principale, c'est quand même de considérer la césarienne comme un accouchement, mais aussi comme une opération, ce qui permet de quand même mettre en place une grande partie de ces recommandations. Voilà, vous pourrez les retrouver dans notre livre blanc qui sera mis en ligne très prochainement. Je remercie tous les soignants qui ont permis de les écrire. On va passer à la table ronde, puis j'en profite pour saluer Madame la députée qui vient d'arriver. Merci. Du coup, j'appelle les expertes. Docteur Jessica Dahan, qui est gynécologue obstétricien et chef de la maternité des Bleuets. Docteur Lucie Joly, psychiatre à Saint-Antoine-Trousseau et qui a écrit le livre La dépression féminin. Elle fera une dédicace tout à l'heure de ses livres. Livre que je recommande à toutes les femmes, alors les hommes aussi, mais ce livre est assez extraordinaire. Et Gabrielle Fauchon, qui est patiente césarisée et qui a aussi participé à l'enquête SICAMODA, et c'est un point important de notre discussion. Et à la fin, il y a Anna qui viendra nous dire un mot. Alors attends, du coup, il faut aussi que je puisse m'asseoir. Alors, du coup, on va commencer par toi, Gabrielle. Alors, super, merci beaucoup. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Toi, tu as accouché par césarienne d'urgence pour ton deuxième enfant. Et une césarienne d'urgence, du coup, très particulière. Comme ça va être un vécu un peu lourd, je te dis quand même déjà tout de suite que tu as eu ton troisième enfant par voie basse, donc on appelle AVAC, accouchement par voie basse après césarienne. Ça s'est très bien passé. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous expliquer justement ce qui s'est passé pour cette césarienne et puis comme ça on pourra rebondir sur toutes les recommandations qu'on vient d'émettre. Avec plaisir, donc enchantée, je m'appelle Gabrielle, je suis ravie d'être là aujourd'hui et de soutenir Audrey dans ce rapport.
Donc, je vais m'ouvrir un peu à vous aujourd'hui, ouvrir mon histoire, mon vécu. J'espère avoir la capacité de le délivrer sans trop pleurer. Donc, moi, j'ai 3 enfants. J'ai une première fille qui a 11 ans. Et en 2021, je suis tombée enceinte de mon deuxième, un petit garçon, qui, dès lors de la 3e échographie, révélait une macrosomie fétale. J'étais sous diabète gestationnel. On a fait une échographie de contrôle à 35 semaines. Il était estimé déjà à 3,1 kg. Donc, il y avait encore du chemin à aller jusqu'à l'accouchement. Donc, la recommandation de l'échographe, c'était d'éventuellement envisager un déclenchement en avance pour me permettre d'accoucher par voie basse. Je suis allée voir ma maternité et il se trouve qu'on n'était pas dans les critères de déclenchement à ce moment-là. Et donc, je suis allée à terme jusqu'à mes 40 semaines de grossesse. Et bon, arrivé le dernier jour, quand on m'a proposé le déclenchement, j'étais bien contente, déjà parce que je voulais voir mon bébé et puis parce que le temps devenait long. On m'a déclenché. Et là, c'est passé une journée assez dure pour moi puisque j'avais des problèmes de péridurale qui ne fonctionnaient pas. Ça avait très bien marché pour mon premier bébé. J'étais pas trop inquiète à ce moment-là, hein. J'étais encore dans l'attente, très excitée, etc. Je souffrais, mais j'étais plus portée par l'excitation de rencontrer mon bébé. Et puis, c'est passé une journée entière avec des contractions très douloureuses dans le dos, un épuisement, des malaises à répétition, vomissements. Voilà, mon corps ne réagissait pas bien. Je suis restée, je pense, à dilatation complète et ça surprend toujours quand j'en parle. À 20 heures, je devais être à dilatation complète et pendant 4 heures, en fait, on m'a mis dans différentes positions pour essayer que le bébé s'engage. Alors, généralement, c'est un peu moins long, ce délai. Donc on est allé, on m'a mis dans différentes positions. Le bébé clairement remontait à chaque contraction, ne s'engageait pas. On a essayé d'aller le chercher. Et puis à minuit, force est de constater que je suis épuisée, que le cœur du bébé ralentit, que moi je montre des signaux d'affaiblissement importants. Et là, branle-bas de combat, on passe en césarienne d'urgence. J'ai d'abord un soulagement, en fait, parce que je suis fatiguée, épuisée. Mon conjoint peut venir, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en 5 minutes, je vous passe les détails, mais en 5 minutes, mon bébé sort et j'ai quand même la chance qu'on me le mette sur moi pendant une demi-seconde parce qu'à ce moment-là, je trouve assez de force en moi pour dire à mon conjoint, attrape-le, ça ne va pas, je m'en vais. Et en fait, je ne le sais pas encore, mais je fais une hémorragie sévère. Ce soir-là, je perdrai 1,3 litre de sang. Donc, je me réveille plusieurs heures plus tard, pardon. En plus, j'entends, la dernière chose que j'ai entendue, c'est partez monsieur, et je pense quelqu'un de très maladroit qui n'était pas un soignant mais qui était dans la salle et dit oh putain, oh merde. Et en fait, c'est le dernier souvenir que j'ai de ce moment-là. Et en fait, qui à ce moment-là, je m'endors, donc je m'en rends pas trop compte, mais c'est les petites choses que j'accumule dans mon esprit qui nourriront en fait mon traumatisme par la suite. Donc je me réveille ensuite en salle de réveil pendant de nombreuses heures, je reste là, pas de contact avec mon enfant. Donc ça, c'est très pénible. Néanmoins, je suis comme un peu dans un état second, mais le temps est très long. Et puis, on est en période Covid. Donc, à 7 heures du matin, je suis amenée en chambre. On m'amène mon mari qui pousse notre bébé et on lui dit « Monsieur, partez, vous devez partir. Les guidelines de la maternité vous demandent de revenir à 14 heures. » Donc là, je me retrouve allongée, toute seule, et je rencontre pour la première fois cet enfant que je n'ai pas vraiment rencontré. Je suis entre l'émerveillement et en même temps le choc. Et je ne me rends pas compte trop de ce qui s'est passé. Le lendemain, on me débriefera, on m'annoncera ce qui s'est passé. À ce moment-là, je ne le sais pas encore. Je reviendrai sur ce qu'a vécu aussi le coparent. Et pendant de nombreuses semaines, je ne réponds pas au téléphone parce que je prétends en fait d'être occupée, de m'occuper de mon bébé, mais en fait, je n'ai pas envie d'en parler. J'en en parle qu'à mon conjoint et quand finalement je commence à avoir l'envie d'en parler, on se rend compte que les gens ne veulent pas finalement trop en entendre parler parce que je pense que ça les confronte à leurs propres angoisses. Et quand je commence à évoquer le traumatisme qui s'est passé, on me dit finalement au moins bébé va bien. Et là, c'est une phrase d'une violence inouïe parce que on se rend compte qu'on a été suivi tout au long de notre grossesse. Puis en fait, finalement, le bébé arrive et c'est comme si on n'existait plus.
Et notre souffrance, on doit l'enterrer. Avant que je vous passe la parole sur l'histoire de Gabrielle, ce que dit Gabrielle, alors sa césarienne, elle est effectivement traumatique, mais tout ce qu'elle dit autour est partagé par la majorité des femmes, vous avez vu les chiffres. Juste pour rebondir sur les recommandations, ce qui était important pour toi par rapport à... Et je te remercie de ta confiance de partager ça aujourd'hui. C'est la première fois que tu en parles en public, donc je te remercie. Je ne l'ai pas forcé, hein, mais c'est quand même pas facile à faire. Tu as dit qu'une des recos, s'il y avait une recommandation que toi, tu retenais, qui était pour toi une des plus importantes, c'était le briefing et l'explication aux partenaires de ce qui se passait, de ce qui va se passer. Parce que tu vas expliquer qu'en fait, ça va créer aussi une distorsion entre vous. C'est que lui n'a pas du tout conscience dans quel état il va être retrouvé à 14 heures dans la chambre parce qu'il ne sait toujours pas qu'en fait, tu as failli mourir finalement. Du coup, après, on demandera aux docteurs ce qu'ils en pensent, mais est-ce que tu veux bien juste nous dire pourquoi cette recommandation, pour toi, elle est essentielle? Alors déjà, cette recommandation, je ne l'avais pas en tête jusqu'à ce que je lise le rapport. J'aurais pensé à plein de choses et c'est quand je l'ai lu que ça s'est révélé à moi comme un essentiel. C'est vrai que quand Antoine sort du bloc, il est emmené avec notre fils. Et lui, c'est son premier bébé, parce que ma première fille, je l'ai eue toute seule. Donc ça a exacerbé aussi mon vécu. Mais lui ne se rend pas trop compte en fait de ce qui se passe. Et puis il est de nature plutôt tranquille. Il se dit bon, elle est à l'hôpital, normalement tout va bien se passer, elle va être prise en charge. Mais en fait, à aucun moment dans ce délai-là, personne ne vient le voir ou lui dire ce qui se passe concrètement. Donc il demande est-ce que ma femme va bien? On lui dit oui, vous inquiétez pas, on s'occupe d'elle. Et jusqu'au lendemain, en fait, jusqu'à ce que moi je lui dise le briefing que j'ai eu, qui était assez rapide, il ne sait pas que j'ai une hémorragie et il ne comprend pas et on ne l'a pas effectivement expliqué ce que ça pouvait avoir comme impact. Et donc, effectivement, cette reco, elle est particulièrement importante, parce qu'elle permettrait, au conjoint de mieux comprendre ce qui s'est passé et aussi d'avoir des clés pour mettre en place les choses pour mieux accompagner la mère, installer le retour à la maison, équiper. Ça passe par des choses très simples, hein, mais peut-être aussi insister auprès de la famille et des amis que peut-être le défilé, c'est pas pour tout de suite, de faire comprendre qu'il y a des choses à mettre en place, d'équiper la maison différemment parce qu'on n'avait pas anticipé le cododo de l'autre côté versus à côté de la mère. Plein de petites choses comme ça, mais qui auraient facilité en fait le retour à la maison et au-delà. Et du coup, je vais vous demander si vous voulez bien toutes les deux réagir sur l'expérience de Gabrielle et de manière générale aussi ce qui peut se passer dans vos services. Du coup, je vais vous passer la parole, Jessica. Dahan, comment vous gérez, vous, au Bleuet, un peu le parcours de soins et l'accompagnement des mères qui vivent justement une césarienne comme a vécu Gabrielle ou des césariennes, je veux dire, d'urgence ou même programmées. Comment vous les prenez en charge au Bleuet? Merci de me donner la parole. Déjà, merci à vous pour votre témoignage sincère et touchant et qui relate la vraie vie. Ce que vous décrivez, c'est la vraie vie. On l'entend régulièrement quand on fait justement ces débriefings. Alors, je vais parler au nom effectivement des Bleuets puisque j'en suis chef de service. J'ai été avant dans d'autres maternités et voilà. Donc, on essaye de travailler cette information déjà parce que ça, c'est une des recommandations et c'est vrai que c'est un des points importants où quand on entend très souvent le décalage entre ce que les femmes s'attendent à avoir entre leur projet initial et la chute libre quand elles ont une césarienne d'urgence parce qu'elles ont très souvent voulu rester dans leur bulle ou qu'elles n'ont pas eu cette information. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est travaillé au Bleuet depuis pas mal de temps, bien avant que j'arrive, dans les cours de préparation à l'accouchement, à la naissance et à la périnatalité, où il y a intervention de certains médecins et qui viennent expliquer qu'est-ce qui se passe quand ça se passe pas comme prévu. Donc à la fois les aléas obstétricaux, ton mot que je trouve très juste, où ça peut être une extraction instrumentale, une césarienne ou une hémorragie du postpartum et qu'on l'avait pas anticipé. Donc les femmes qui participent à ces cours l'entendent et s'y préparent un peu plus. C'est pas toutes les femmes qui assistent au cours et donc malgré notre volonté, toutes les femmes ne sont pas formées et donc certaines ont aussi ce décalage quand elles y arrivent en urgence. Donc ensuite, je sais pas si je vais pas monopoliser trop le micro, mais après donc dans la salle de naissance, donc on essaye de faire aussi déjà
La visite dont tu parlais tout à l'heure, pareil, en cours de préparation. Donc, c'est la visite de la maternité et de la salle de naissance. Visite qui est aussi accessible sur notre site internet. Et donc, les femmes qui ne peuvent pas se déplacer ou en période Covid, c'était très utile d'avoir cette appropriation des lieux sans se déplacer. Et puis, alors ensuite, la nouveauté qui a été mise en place cette année, un nouveau protocole qui est le pot à pot en cours de césarienne. Donc, c'est donc la présence du père qui est présent depuis longtemps au bloc opératoire. On a pu mettre en place ce pot à pot en cours de césarienne, c'est-à-dire dès l'extraction, dès la naissance de l'enfant, si bien sûr il va bien, que la mère va bien, que la mère est bien soulagée, qu'on n'est pas dans une complication au cours de la césarienne. Donc, ça nécessite un protocole médical bien précis, mais ça reste la majorité quand même des césariennes. Bien sûr, le bébé peut être mis en pot à pot et le rester pendant toute la césarienne. Et ça, on a vu une nette amélioration du vécu des césariennes avec des femmes qui étaient beaucoup moins douloureuses. On voit bien, d'ailleurs, les infirmières de salle de réveil nous disent qu'il y a moins d'utilisation de morphinique, moins d'utilisation d'antalgique quand le bébé reste en pot à pot depuis la naissance et jusqu'à la sortie de la salle de réveil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec notre référente IHAB, donc c'est le initiative Hôpital Ami des bébés, et ça nous a tous poussé, les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmières anesthésistes, malgré certaines réticences en se disant est-ce que ça va être possible, est-ce que le bébé ne va pas gêner le champ opératoire, est-ce qu'il ne va pas tomber, finalement, en passant au-delà de certains freins psychologiques, on s'y est tous mis et on est tous très contents de voir les bienfaits en plus des bienfaits bien connus du pot à pot pour l'enfant, les bienfaits pour la mère. Voilà. Et puis après, sur le postpartum, on essaye de mettre en place ce débriefing immédiat, notamment avec le conjoint. Et ça me paraît quelque chose de très, très important et qui doit être fait pour chaque césarienne. C'est la première des choses que, en théorie, l'obstétricien fait en sortant du bloc opératoire, c'est d'aller voir le conjoint ou le coparent pour expliquer ce qui s'est passé. Et puis ensuite, ce débriefing qui est fait un peu plus tiède, comme tu l'as dit, je connaissais pas, j'utilisais pas ce mot, mais j'apprends plein de mots là, du coup. C'est le docteur Thierry Hervé qui est là. J'aime bien. Qui utilise ce terme. Je trouve ça pas mal. C'est vrai que c'est plutôt, on va dire, dans un délai assez rapide où la maman a repris ses esprits et où on peut faire ce débriefing avant le débriefing un peu plus à froid et où tout le monde a repris ses esprits. Ouais, merci beaucoup pour nous avoir donné des exemples concrets en fait de recos qu'on a faites, mais que, comme je disais, sont déjà mises en place dans certaines maternités. Docteur Lucie Joly, donc vous êtes psychiatre à Saint-Antoine et à Trousseau à PHP, pardon, je me fatigue un peu. Donc vous êtes toutes les deux aussi dans notre collège d'experts sur les recommandations. Par rapport à ce qu'a dit Gabriel et à ce que vous voyez dans votre pratique, est-ce qu'il y a des remarques particulières que vous voulez faire sur ce qui peut être fait justement? Je sais que dans votre livre, que je recommande encore une fois à tout le monde, vous faites vraiment le lien entre ce qui se passe physiologiquement dans le corps des femmes et notamment dans le corps des mères, pour ce qu'on parle de maternité, et leur état psychique. Est-ce que vous voulez un petit peu justement nous parler de ça et puis nous dire quelles sont les recommandations les plus importantes selon vous? Oui, c'est vrai que je voudrais rappeler que la grossesse, le postpartum, c'est une période de grande vulnérabilité psychique, où il y a des transformations morphologiques qui sont majeures, mais il y a aussi des transformations cérébrales qui se font sous l'influence des hormones comme les oestrogènes et la progestérone. Et ces modifications cérébrales, elles sont indispensables pour préparer la mère à répondre aux besoins de son nouveau-né. Il y a des zones, on le sait, qui vont s'activer, des zones de l'empathie, de la cognition sociale, de la régulation émotionnelle, qui vont faire que le cerveau va devenir un cerveau surspécialisé, un cerveau maternel. Donc ça, c'est vraiment des aspects qui sont positifs. Il y a même des modifications morphologiques qui sont majeures, avec par exemple une diminution du volume de matière grise entre 5 à 15%. Donc c'est quand même assez majeur. Alors ça ne veut pas dire qu'on perd de l'acuité intellectuelle, simplement qu'il y a des réseaux qui vont se réorganiser. Des connexions entre des neurones qui vont se faire. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité périnatale. Et donc ça, c'est
hyper important. Et d'ailleurs, pour montrer l'importance, c'est que la grossesse emprunte le cerveau. Et donc, en fait, on peut voir sur imagerie une femme qui a eu un enfant d'une femme qui n'en a pas eu. Et même sur des imageries de grand-mère, le nombre de grossesses qu'elle a pu avoir. Donc, c'est assez fascinant. Mais derrière ça, il y a aussi une plus grande susceptibilité aux troubles anxieux et aux troubles dépressifs. Une femme sur 5 va faire une dépression du postpartum. Le suicide, tu l'as dit Audrey, est la première cause de mortalité dans l'année qui suit l'accouchement. Donc ces chiffres montrent bien la nécessité d'améliorer nos prises en charge, et notamment en termes de prévention. Dans le cas des césariennes compliquées en urgence, on le sait, c'est un facteur de risque identifié pour les dépressions du postpartum, pour l'anxiété en postnatal et aussi dans les états de stress post-traumatique qui touchent, selon les études scientifiques, 18% des femmes. L'état de stress post-traumatique maternel, il se définit par des reviviscences, des flashbacks, des cauchemars. Il peut y avoir une hypervigilance maternelle, mais aussi, et ça, c'est en ça que c'est compliqué, des stratégies d'évitement pour éviter de revivre des scènes compliquées. Et ça va entraîner parfois l'évitement du bébé. Ça va être très compliqué. Et c'est en ça qu'il faut vraiment prendre en charge ces troubles parce que au-delà d'être une prévention pour la mère, c'est aussi une prévention pour le nouveau-né, parce que si ces troubles s'installent, il peut y avoir des troubles du développement psycho-affectif. Et pour finir sur, pour moi, les recommandations qui sont essentielles, c'est vraiment améliorer notre prévention en proposant un entretien psychologique systématique après des césariennes qui sont compliquées, des césariennes en urgence pour identifier les dépressions du postpartum ou les états de stress post-traumatique. Aussi désigner, et ça c'est ce que j'avais défendu lors d'une audition au Sénat en avril, une sage-femme référente, parce que finalement les facteurs de risque, ils sont assez bien identifiés, je trouve, dans les dossiers obstétricaux, mais après il y a une perte d'information, parce que c'est jamais le même référent, c'est jamais la même sage-femme, c'est jamais le... Et donc, je pense que d'avoir, et je pense que la sage-femme, elle est le professionnel de santé le plus adapté parce que elle a un rôle pivot, elle est au premier rempart face aux femmes en fragilité. C'est essentiel. Et je pense aussi qu'il faudrait une meilleure formation des professionnels de santé sur les spécificités de la clinique périnatale. Voilà. Effectivement, elle a mis dans les recommandations du livre blanc. Et je verrais juste, est-ce que vous pouvez juste, parce qu'il y a beaucoup de soignants et d'internes qui suivent ce qu'on fait aujourd'hui et que j'ai eu la chance de voir à la GOF pour début novembre, à qui on a fait un atelier sur l'animation, justement, sur le vécu patiente. Et est-ce que je pense que ce serait intéressant juste de développer 2 minutes sur le fait que la mère, parce qu'on fait beaucoup de recommandations de peau à peau, d'allaitement si c'est souhaité, de ne pas séparer la mère de l'enfant, est-ce qu'on peut juste parler juste 1 minute comment une équipe peut réagir si justement la mère, parce qu'on l'a mis en fait dans les recos générales du livre blanc, je ne l'ai pas dit là, mais il y en a, sur comment on accompagne une mère qui du coup va refuser cet enfant et qui va pas être capable de le prendre alors que l'hôpital fait tout entre guillemets comme il faut, c'est-à-dire vraiment suite les recommandations de mettre l'enfant sur sa mère. Comment on accompagne une équipe où en fait elle va pas être en capacité de prendre cet enfant? Déjà, il faut vraiment se sensibiliser, comme je disais, à cette clinique périnatale. C'est-à-dire que quand on est en état de choc, en état de sidération, beaucoup de femmes refusent de tout de suite voir leur bébé. C'est compréhensible. Et je crois qu'il faut prendre le temps, il faut s'adapter en fonction de chaque patiente pour avoir une prise en charge personnalisée. C'est très courant. Il faut vraiment être dans la temporalité de la mère et rétablir le lien rapidement. C'est vrai que dans certains cas de césarienne et notamment sous anesthésie générale, de femmes qui n'ont pas vu leurs enfants, il peut y avoir parfois des idées de substitution où elles ont l'impression que c'est pas leur bébé qu'on leur présente.
Et donc ça, il y a vraiment un travail de lien mère-bébé, d'interaction à soutenir. C'est indispensable pour la suite, en tout cas, du lien avec le bébé. Oui, il y a des témoignages très nombreux dans le rapport, dans l'enquête, où les femmes disent avoir reconnu leur enfant parce qu'ils portaient le pyjama qu'elles avaient apporté pour la naissance. Et jusqu'à très tard, jusqu'à ce que l'enfant leur ressemble, elles ont un doute de savoir si c'est bien leur enfant. Et effectivement, c'est le cas pour des anesthésies générales. Je pense qu'on pourrait faire une conférence entière que sur notre table ronde, mais on doit avancer un peu. Pour conclure chacune à votre tour, toi, les conseils très concrets, enfin, par rapport à toutes les recommandations, tout le travail que toi, tu as presque déjà lu tout en entier, quelles sont les recommandations ou ce qui, selon toi, doit être retenu, soit côté société civile, soit côté soignant? Quel message tu voudrais faire passer et qu'il faut retenir? Alors, il y en a beaucoup, j'ai essayé de me limiter, mais je vais être efficace. Déjà, en amont, tu l'as dit, c'est de bien, surtout quand il y a un facteur de risque et qu'il y a un potentiel, une potentielle possibilité qui est du coup une césarienne, bien informer la mère s'il y a un diabète gestationnel ou une macrosomie. L'inviter effectivement à se préparer à un accouchement par voie basse, mais évoquer cette possibilité pour lui permettre d'être le plus préparé possible. Donc dans mon cas, c'est en tout cas ce que j'aurais souhaité, puisqu'on le savait. Ensuite, effectivement, toute la partie préparation, donc voir le bloc, comprendre ce que peut être aussi un accouchement en urgence un peu mieux, parce que finalement, on ne l'aborde pas parce qu'on ne veut pas stresser les mamans, et ça, on l'entend, mais parfois, il faut aussi dire les choses, et ça nous permet aussi de plus anticiper, et je pense que plus on est préparé, mieux on vit les choses. Pendant l'accouchement, c'est de garder les lignes de communication ouvertes avec tous les acteurs, hein, le coparent, la mère, enfin autant que possible. Après, on sait que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et cet aspect débriefing qu'on vient d'évoquer est clé, je pense aussi, parce que ça permet vraiment au coparent qui doit être le premier soutien de vraiment prendre son rôle dans tout voilà, à cœur. Et puis, vraiment, l'anticipation aussi, vous l'avez dit, des signaux de dépression du postpartum ou de choc post-traumatique pour accompagner au mieux les femmes parce que on sait que les périodes déjà, même s'il n'y a pas de stress à la naissance, c'est des périodes de grande remise en question. Alors, quand en plus on met par-dessus tout ça des naissances traumatiques, ça invite à remettre toute sa vie un peu en question. Ça refrène aussi notre retour à la vie sociale et au travail. Ça a du coup un impact sur l'autonomie des femmes, sur leur capacité aussi à se inclure. Et ça, c'est clé d'identifier, d'avoir du coup une checklist des rendez-vous à prendre, des conseils qui soient sur de la médecine douce ou de la médecine traditionnelle, mais ouais, de vraiment avoir tous les outils pour bien vivre son postpartum dans le cadre d'une césarienne, c'est essentiel. Et vous, docteur Jessica Dahan, à Salle, au Bleuet, si vous deviez là demain appliquer 3 recommandations tout de suite que vous n'avez pas déjà mises en place, quelles seraient-elles? Alors, déjà, j'avais en tête la raison de pourquoi on s'est rencontrés, Audrey, et je voulais quand même la décrire ce soir, qui était l'idée d'améliorer nos parcours de soins entre l'hôpital et la ville. Et je voulais quand même juste le souligner parce que c'est ce pourquoi j'ai eu envie de te suivre et de participer, d'être à tes côtés j'arrive pas à vous voyer pour l'exercice, je suis désolée. Euh, Et du coup, j'avais quand même envie de le souligner parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je crois toi aussi, sur les valeurs de santé intégrative. Et je pense que c'est une nouvelle façon de voir la médecine qui ne remet pas du tout en question les piliers de médecine conventionnelle auxquels je suis totalement attachée. Et d'ailleurs, on voit bien dans votre étude que vous vous basez énormément sur les recommandations des sociétés savantes. Et donc, une des recommandations que je retiens reste de suivre les recommandations des sociétés savantes, donc de la Société d'anesthésie du Carreau, de la Société des gynécologues obstétriciens du CNGOF, de l'IHAB sur le pot à pot au bloc opératoire. Donc ça, je suis ravie
envie que la médecine conventionnelle soit le socle de ce qui ressort de ces recommandations. Mais je souhaiterais aussi souligner, d'ailleurs c'est pas un mais, c'est et je souhaiterais souligner les soins complémentaires qu'on peut apporter après le bloc opératoire, après la maternité et au retour à domicile, qui vont être tout un parcours à coordonner entre les psychologues, les ostéos, la diète, les ateliers de parole, les kinés. Et tous ces corps de métier auxquels on ne pense pas forcément quand on sort de l'école de médecine et que j'ai appris à connaître avec l'expérience et en fait qui vont pouvoir permettre de coordonner un parcours donc de santé intégrative et qui vont allier à la fois la médecine conventionnelle aux médecines complémentaires sans être en compétition et d'offrir un parcours de santé complet sans se contenter de faire des prescriptions dentalgiques et de retrait d'agrafes à 5 jours. Voilà, donc ça c'est vraiment une des valeurs fortes qui me tient le plus à cœur. Et puis les deux autres notions, parce que tu m'as demandé d'en réfléchir à 3, qui étaient donc d'informer je suis très scolaire, moi, on me demande, je réponds, d'informer donc toutes les femmes, et pas seulement celles qui sont prêtes à l'entendre, mais toutes les femmes des aléas obstétricaux potentiels, et de travailler donc avec elles les projets de naissance en entretien prénatal précoce, de travailler en profondeur ces projets, de savoir s'ils sont adaptés à elles, à ces facteurs de risque et adaptés à la structure de soins dans laquelle elle s'est inscrite. Parce que, par exemple, au Bluet, on ne peut pas prendre toutes les femmes en charge parce qu'on n'a pas un plateau technique pour des femmes à haut risque. Et donc, c'est important qu'elles le sachent et qu'elles l'entendent. Et enfin, parce que évidemment, on ne peut pas passer à côté, détecter les premiers signes de dépression du postpartum et de stress post-traumatique parce qu'on sait qu'on n'est pas bon en maternité sur ça et qu'il faut qu'on s'améliore. Merci Voilà. beaucoup. Et vous, docteur Lucie Joly, qu'est-ce que vous retiendrez dans les 3, enfin, si vous deviez retenir 3 recommandations justement que les maternités pourraient mettre en place, ou peut-être même, comme on parlait d'écosystème intégratif, que moi c'est vrai que j'aime beaucoup cette notion, que je travaille avec le docteur Alain Toledano qui l'applique à l'oncologie. Peut-être même vers les autres soignants de ville qui pourraient recommander un psychologue ou un psychiatre quand elles vont chez le kiné, chez l'ostéopathe, chez d'autres professionnels. Voilà, quelles sont les 3 recommandations que vous voudriez donner? Oui, cette prise en charge intégrative, je crois que c'est la priorité. Et c'est vrai que il y a un contraste entre la surmédicalisation entre guillemets pendant la grossesse et puis ce qui se passe dans le postpartum où en fait les femmes sont assez isolées avec leur nouveau-né. Donc, il y a plein de choses à faire. Travailler, par exemple, sur des applications. Alors, le but, c'est pas de remplacer le professionnel de santé, mais garder un lien, peut-être un lien numérique avec les patientes. Ça tombe bien, on va en parler dans 2 secondes avant la Voilà. clôture. Formation des professionnels de santé, vraiment développer des outils de dépistage pour la dépression du postpartum. Et c'est vrai que moi, je pense que ça serait bien de faire plus de visites à domicile parce que la consultation postnatale, elle est très souvent vécue comme une contrainte pour les mamans. Donc, c'est vrai que venir à la maison, c'est quand même plus facile. Et puis, un dernier mot, c'est sur les coparents et le papa qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut vraiment intégrer dans la prise en charge de la grossesse, vraiment dès le début, parce que rappelons-le, les dépressions paternelles touchent 8 à 10% des hommes avec des mécanismes bien évidemment qui sont différents physiologiquement, mais on sait qu'il y a aussi des modifications cérébrales chez les pères pendant la grossesse, en lien avec aussi une diminution de la testostérone. Bon, bref, je me perds un peu, mais voilà, n'oublions pas les coparents et c'est très important parce que c'est eux le soutien aussi principal dans le postpartum. Merci beaucoup. On a pris un petit peu de retard, mais c'est parce que c'est trop passionnant. Moi, je veux dire juste un tout petit mot très très rapide avant la clôture de Madame la députée. Je voulais juste passer la parole à Anna, qui a 23 ans, c'est ça? Ouais. Avec qui on a travaillé sur ce questionnaire, sur toute cette étude, qui est étudiante en sciences sociales. Et du coup, je vais te demander de venir juste 2 minutes. Si tu veux bien nous dire, je vais te laisser ma place, si tu veux bien nous dire pourquoi c'était important pour toi de travailler sur ce sujet et la suite, en fait, comment tu vas transformer ton parcours suite à cette étude. Ça va bien se passer. Merci Audrey, merci pour cette question et merci pour ces interventions. Donc, les enseignements qui découlent de mon mémoire, ils sont multiples. Déjà, la prise de conscience d'une situation, je pense, enfin, je suis sûre, pour laquelle je n'avais pas aucune connaissance, aucune conscience.
Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, que c'est un impensé général dans la société. Je m'en suis rendu compte quand j'ai vu l'état de la littérature en sciences sociales, quand j'ai commencé mes recherches, mais également quand je mentionnais le sujet auprès de mes proches, que effectivement personne n'avait conscience réellement Tu m'as dit, de la on m'a dit, situation. la césarienne, c'est pas un sujet de mémoire. Effectivement, je me suis posé la question à un moment donné, mais Non, non, Audrey, tu m'as dit que tes proches t'ont dit ça, quand tu as ah dit oui. que tu faisais ton mémoire là-dessus. Oui, mais du coup, c'est vrai que moi, ça a été compliqué pour débuter les recherches parce que effectivement, j'avais toutes ces voix contradictoires, car jusqu'à réellement s'y pencher et réellement comprendre l'ampleur de la situation, c'est un impensé. Ensuite, en second lieu, effectivement, ça m'a permis de mettre en perspective cette dimension par rapport aux enjeux plus grands de la santé des femmes au sein du séminaire donc genre et sciences sociales proposé par Madame Muriel Salle, qui a été ma directrice de mémoire. Donc ça a été très intéressant. Et ensuite, le mémoire, effectivement, en termes de recherche d'outils méthodologiques, ça a été extrêmement formateur, donc notamment par le questionnaire et l'enquête qu'on a mené. Ça m'a donné beaucoup d'outils en main que je vais pouvoir réappliquer par le futur, j'en suis absolument certaine, et également par les entretiens que j'ai pu mener. Donc de multiples outils enfin indispensables en fait pour la suite de mon parcours. Et je voulais aussi mentionner le fait d'avoir travaillé en partenariat avec toi, Audrey, qui a été aussi très formateur. C'était la première fois que je menais ce genre de travail et ça a été très inspirant et très enrichissant. De manière globale, ce travail m'a beaucoup touchée et je voulais aussi mentionner le fait que ça a parfois été difficile. D'une part, c'est une expérience que je n'ai pas vécue personnellement. Mais donc j'ai lu énormément des témoignages qui ont été écrits et d'ailleurs je remercie les femmes qui ont partagé leur expérience. C'est vrai que les mots sont durs et les expériences témoignent d'une certaine souffrance et donc ça a été touchant. Mais je suis contente d'avoir mené ce travail et j'apprécie réellement le fait que il a une mémoire, il a une dimension assez concrète, ce mémoire, car justement, il permet des perspectives et j'apprécie fortement. Pour répondre à la seconde partie de ta question, par rapport aux perspectives futures, à court terme, je me destine à la dimension plus internationale de ma formation. Donc, je suis en master Affaires internationales à Sciences Po Lyon. Et à très court terme, en janvier, je m'envole à New York pour un stage à l'ONU, donc dans le domaine de la consolidation de la paix. Et je compte appliquer une partie de ce travail donc, lié aux femmes de manière globale en participant activement à l'implication des femmes dans la consolidation de la paix, ce qui est absolument fondamental pour une paix durable, leur implication dans Ouais. les négociations. Et les violences aussi, je m'avais dit aussi, face aux femmes. Exactement. Merci beaucoup pour son travail. Merci. C'était important pour moi de lui Merci. donner la parole aujourd'hui. On va poursuivre. C'était important pour moi de lui donner la parole aujourd'hui parce qu'on avait mis un petit code entre nous. Elle devait m'envoyer 911 si jamais ça allait pas du tout. Parce que même pour moi, c'était difficile de lire de ces 1500 témoignages. Il y avait beaucoup de positifs, mais les proportions font qu'il y avait beaucoup aussi de choses difficiles. Je vous remercie toutes pour cette table ronde. Merci beaucoup. Je prends juste 40 secondes pour vous parler de ce concret. Vous pouvez les applaudir? Ouais, je pense. Avant qu'on fasse la clôture, je prends juste 40 secondes pour vous dire que oui, on fait de la recherche, mais on fait aussi du concret. Alors, on fait du concret avec les mises en place de protocoles, comme ça a été dit, mais on fait aussi du concret quand, par exemple, on est sélectionné pour faire un hackathon de 3 jours, alors qu'on fait l'Hôtel Dieu le 20 novembre et qu'on fait un hackathon le week-end d'avant, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas dormir et que le but, c'est de créer une solution digitale. Bah, en fait, non seulement on le fait, mais en plus, on gagne des prix. Donc, je ne le dis pas pour moi. Non, non.
Je le dis pas pour moi, il faut que vous sachiez que gagner des prix sur ces sujets, c'est juste une façon de dire que la thématique, elle est entendue et qu'elle est reconnue comme un sujet de santé. C'est absolument pas pour moi que je le prends. Pour moi, ce prix, il est pour toutes les femmes qui sont concernées. Bon, ça, c'était le petit côté sympathique et qui fait bien plaisir. Donc, on a eu le prix de coup de cœur du jury et le prix de l'organisateur Steto, dont le chef est là. Mario, il est caché, mais il est là. Et qui font toutes les prises d'images aujourd'hui et je les en remercie. Je remercie aussi l'équipe qui était avec moi. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a fait. Alors, comme on va faire la clôture, je vais pas vous lancer la vidéo, mais en fait, on a en 3 jours créé la première maquette d'application d'un parcours digital post-césarienne. Donc, ça va permettre. Alors, comment ça s'est fait? On a travaillé avec des équipes techniques et il y avait des participants. Donc, en fait, on devait pitcher notre projet et c'était un peu, comment dire, j'ai pas le mot pour ma blague, c'est pas grave. On devait faire notre pitch et les gens devaient nous choisir. Donc j'aurais pu repartir bredouille. Il se trouve qu'une équipe m'a rejointe sur ce sujet-là. Et ensemble, on avait 3 jours, enfin plutôt 36 heures, pour réfléchir sur donc un produit digital, comment on pouvait accompagner digitalement les femmes. Donc comme on l'a dit, se déplacer avec une césarienne, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'une femme qui pousse sa poussette pour aller au rendez-vous, elle est comme ça, elle s'appuie sur sa poussette pour marcher. Porter la poussette pour aller voir son médecin, s'il n'y a pas d'ascenseur, vous oubliez. Donc il fallait qu'il y ait un lien digital entre l'hôpital, les soignants de ville et la mère. Voilà, donc en 36 heures, on a créé la première maquette d'application. Comme on est un peu en retard, je vais passer la démo. Vous aurez plein de façons de le suivre. Vous pourrez, en nous suivant sur les réseaux sociaux, on va bientôt ouvrir un lien pour que vous vous inscriviez pour être bêta-testeur. Et l'idée, en fait, c'est qu'en fait, la femme va pouvoir construire son parcours de soins, prendre ses rendez-vous, avoir des guides de timing justement sur quand prendre quel rendez-vous et avoir tout un accompagnement sur sa cicatrice, sur le prochain bébé, sur le rapport avec le coparent, etc. En gros, un peu tout ce qu'on a dit, mais en digital et dans la poche. Voilà. Donc, je suis très fière de vous dire que non seulement on fait de la recherche, mais en plus, on crée des outils concrets. Et voilà, c'est ça l'innovation en santé. On n'est presque pas à l'heure. Je suis vraiment honorée que vous soyez venus ce soir. Donc la clôture va être faite par Madame Marie-Pierre Rixin, qui est députée, élue de l'Essonne, 4e circonscription. Je vous remercie beaucoup d'être là et je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs, merci pour votre invitation. Tout d'abord à cet événement, je vous avoue, répondu tout de suite oui à votre mail parce que on pourrait dire que dans césarisé, il y a presque oscarisé. Hein, on est un peu voilà. Donc je suis une double césarisée et donc c'est un sujet qui me touche particulièrement et j'y reviendrai. Il se trouve que vous le savez, donc dans le monde, il y a 23 millions de femmes chaque année qui vivent une césarienne, qui en fait donc, vous l'aurez compris, l'intervention chirurgicale la plus pratiquée dans le monde. Et donc une césarienne, effectivement, qui concerne 150 000 femmes en France chaque année. J'imagine que vous l'avez déjà dit, mais une naissance sur 5. Et en effet, il existe très peu de sujets, très peu d'études sur le sujet. Je dois dire que je travaille beaucoup sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes depuis 2017. Et c'est la première fois que je suis invitée à m'exprimer sur le sujet de la césarienne, à tel point d'ailleurs que moi-même, pourtant ayant vécu des césariennes, je n'avais jamais pensé, vous l'avez très bien dit, c'est un impensé, conscientiser le fait que le sujet pouvait être effectivement non seulement un objet d'étude, mais évidemment également l'objet de politiques publiques, certainement beaucoup plus précisées et en tout cas avec une pratique différente sur le sujet. Donc d'abord, merci beaucoup, chère Audrey, pour cette invitation. Bravo également pour les 2 prix que vous avez remportés. C'est important, c'est important et ça, c'est le signe en effet aussi d'une problématique sur laquelle vous vous investissez et qui a de l'importance. Alors, il se trouve qu'effectivement, lorsque l'on vit une césarienne, il y a plusieurs cas de figure. Vous l'avez évoqué, il y a le sujet de la césarienne d'urgence et il y a le sujet de la césarienne programmée.
qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Moi, j'ai 2 vécus différents. Une qui était moins, pas tant que ça une césarienne d'urgence, mais un peu quand même, qui s'est très mal déroulée, avec un bébé incisé lui-même, la totale. Mais, donc avec un bébé hospitalisé, enfin bon, la totale. Et de l'autre, et puis évidemment une cicatrice qui s'est très mal passée. Enfin, là, je pense que j'ai eu pas mal de cases cochées. Je pense que l'application là m'aurait été pas mal utile. Et puis une deuxième césarienne où là, en plein Covid, mars 2020, et dont je garde un souvenir incroyable. Voilà, c'est une césarienne que j'avais choisie moi-même. Avec des soignants qui ont été extraordinaires de A à Z, malgré le contexte. Et donc, j'en garde effectivement un bon... Enfin, je ne sais même pas que j'en garde un bon mauvais souvenir, c'est que j'ai quelque part, j'ai le souvenir d'avoir juste donné naissance à mon bébé, ce qui, a priori, est le plus important. Parce qu'il faut bien rappeler qu'en effet, une césarienne, c'est une naissance, c'est un accouchement. On se dédouble. Parfois, on se détriple, je ne sais pas si ça se dit. Et donc, il y a bien 2 êtres humains ou 3 êtres humains qui sortent de cette salle de naissance. Et donc, il s'agit bien d'un accouchement à part entière. Et ça, c'est important de le rappeler. Malgré tout, effectivement, vous l'avez dit, il y a un certain nombre, probablement, il y a dans le sujet de la prise en charge, dans le postpartum de la césarienne, je crois, quelque chose qui raconte l'histoire quand même des femmes en matière de santé et notamment dans le cadre du suivi périnatal et de la maternité. J'ai travaillé sur les sujets de périnatalité avant d'être députée durant 5 ans et il faut bien dire, lorsqu'on travaille sur les sujets de périnatalité, soyons très francs, en tout cas même si c'était il y a 10 ou 15 ans, je ne crois pas que ça commence à évoluer beaucoup avec des podcasts, etc. Mais néanmoins, c'est vrai que tout est quand même très centré sur l'enfant à naître. Un peu en prénatal sur la femme, malgré tout, il y a quand même des constantes qui sont prises régulièrement, on s'interroge sur un certain nombre de sujets. Mais ces fameux entretiens prénatals et postnatals ne sont pas suffisamment pratiqués. Et d'ailleurs, ce qui fait que moi, ma deuxième césarienne s'est bien mieux passée, c'est que j'ai été suivie par une sage-femme en prénatal et en postnatal. Et donc, forcément, un accompagnement à la fois physiologique, psychologique, et donc les choses, le sentiment que je comptais un petit peu, en fait, qu'il n'y avait pas que le bébé, qu'évidemment on adore, mais qu'on a aussi un petit peu d'importance et qu'on n'est pas seulement un organe, enfin, on porte pas seulement un organe qui aurait donné naissance à un enfant. Donc ça, c'est vrai que c'est absolument fondamental. Et il se trouve que le postpartum, en effet, là aussi est un sujet qui est quand même relativement impensé. Moi, je plaide personnellement, je plaide, et je l'ai même intégré dans le cadre d'une proposition de loi, pour trois points très précis. Le premier, c'est qu'on a quand même, d'ailleurs, apparaît de plus en plus l'idée de ce mois d'or dont on parle beaucoup, qui finalement était quelque chose très ancré dans différentes régions du monde, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de certains pays d'Afrique, qu'il s'agisse également de nos propres contrées. On sait que nos grands-mères avaient ce moment où elles restaient alitées un certain temps avant de se relever et que ce moment-là était quelque part un peu sanctuarisé, qu'il y avait cet accompagnement global. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos familles nucléaires, parfois un peu très urbaines, ces femmes ne sont pas forcément accompagnées comme elles le devraient. Et donc, on a, je crois, la nécessité d'avoir effectivement ce fameux congé pour les coparents qui est indispensable et qui permet en effet aux coparents de tisser aussi un lien avec son enfant, bien évidemment, mais qui permet aussi à la femme qui a accouché de pouvoir se reposer. Parce que, très sincèrement, imaginez quelle autre personne, en dehors d'une femme qui a été césarisée, doit s'occuper d'un nourrisson, avec les exigences, évidemment, que cela implique, après avoir subi une opération chirurgicale, à qui on demande le lendemain, bon, alors, levez-vous, le bébé, machin, oh là là, vous n'avez pas pris le bon pyjama, enfin, bon, voilà. Donc, on peut aussi imaginer quand même tout cela, que donc ça signifie
et moi, j'ai voté cela, donc je l'assume, j'étais pleinement pour, nous avons quand même voté notamment aussi la possibilité que des femmes seules, célibataires, puissent bénéficier des PMA. Donc la question que je pose, alors j'en profite parce qu'il y a un autre histoire, parce que j'ai besoin de faire connaître cette mesure. La question que je me suis posée, c'est qu'en est-il donc du point de vue de l'enfant, lorsqu'il naît dans une famille monoparentale concernant ce congé de coparents. Il rentre ce bébé à la maison avec un seul parent, qui donc est forcément beaucoup plus sujet au postpartum parce que seul, même si c'est une grossesse évidemment qui a été choisie, assumée, etc. Pas toujours d'ailleurs. Parfois, ce sont des grossesses menées seules et qui ont été imposées par un coparent. Et donc, moi, je plaide notamment pour qu'il y ait un congé, alors deux possibilités, soit que le congé de maternité soit doublé du congé, entre guillemets, dit du congé de paternité pour les femmes qui ont accouché seules, soit, et là, j'ai eu une idée un jour dans le métro, et donc on m'a regardé avec des gros yeux dans les ministères, etc. On me disait, mais comment cette idée vous est venue? Dans le métro. Et donc, je plaide notamment pour qu'en fait, chaque personne ait un droit de tirage une fois dans sa vie pour porter le congé de coparent pour une femme seule. Donc, par exemple, moi, je ne sais pas, j'ai ma sœur demain qui accouche seule. Elle me dit, est-ce que tu peux venir, est-ce que tu peux prendre un congé, je ne sais pas, d'aidance à la parentalité et donc, je prends ce congé dont je bénéficie. Donc, je suis indemnisée comme pour un congé de paternité et je vais aider ça peut être une amie, une sœur, enfin, que sais-je, et on va l'accompagner comme elle le serait si elle avait un coparent à ses côtés. Donc, ça me semble aussi important. C'est une manière aussi de reconnaître que ce parcours de PMA, il a été ouvert aux femmes seules et donc il est accompagné jusqu'au bout. Donc ça me semble important. Et puis, il y a des femmes, en effet, qui ne bénéficient, qui ont des parcours de grossesse, entre guillemets, solitaires et qu'il faut accompagner. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense vraiment qu'il faut qu'on muscle ces entretiens prénataux et postnataux. Il y a forcément différentes manières de le faire, et notamment dans le repère, en effet, des traumatismes, des postpartum difficiles, pour prévenir en effet le suicide des mères, qui, vous l'avez dit, vous le savez, aujourd'hui avec les maladies cardiovasculaires, et il y a quand même un jour sur 4, si j'ose le dire, il y a à peu près 260 suicides de jeunes mamans en France chaque année. Donc, c'est une femme tous les 4 jours qui se suicide au cours de la première année suivant la naissance de son enfant. Donc, c'est absolument considérable. Donc, nous avons absolument une urgence à agir sur le sujet. Et ensuite, plus précisément, sur la césarienne elle-même, là, ça dépasse évidemment le cadre du législateur, mais il y a aussi une attention à apporter sur un certain nombre d'exigences de suivi et d'accompagnement. Enfin, très concrètement, en dehors, de manière très prosaïque, la seule chose qu'on vous dit à peu près, je sais que tous les soignants ne sont pas à mettre dans le même sac, donc je me permets quand même de le dire, mais quand même beaucoup de femmes reçoivent comme seul à peu près conseil le fait de ne pas porter plus que le poids du bébé. Tout le monde a entendu cette petite phrase, ne portez pas plus que le poids du bébé. Mais en dehors de ça, on ne vous dit pas ce qui peut clocher dans votre cicatrice, ce qui va se passer. Quelque part, on ne vous laisse pas non plus, ce que je comprends, on ne vous informe pas sur les modalités qui vont être utilisées pour résorber la cicatrice, donc vous ne savez pas très bien ce que ça va impliquer après. Enfin, il y a quand même des choses qui peuvent être effectivement réalisées. Et puis, ensuite, dans le cas des césariennes d'urgence, il y a effectivement un travail à mener auprès... et je n'imagine pas le travail qui doit être mené auprès. D'ailleurs, je n'imagine même pas qu'il ne le soit pas fait, en fait, auprès de ces 18% de femmes qui sont césarisées et pour lesquelles l'anesthésie n'a pas fonctionné. Pardon ? 10, pardon, je crois que c'était 18. Donc c'est important, en fait, voilà, mesurons ce que cela peut représenter. Et je crois que c'est réellement à l'image, effectivement, de finalement
de ce que sont les femmes quant à la natalité et à la démographie. Les femmes ne sont pas que des ventres. Les femmes ont aussi un cerveau, ont aussi des émotions, aussi un vécu. Et si on souhaite que la démographie eh bien, ne s'affaiblisse pas et que le taux de natalité aussi ne s'affaiblisse pas dans notre pays, on doit aussi prendre en compte eh bien, cette charge mentale des femmes de manière plus générale. Voilà pour ce que je souhaitais dire. Dire évidemment que eh bien, toutes ces actions sont évidemment éminemment importantes également dans le suivi du lien mère-enfant. On sait à quel point cela est majeur. Et donc, merci encore. Moi, je souhaiterais aussi envoyer un message à toutes les femmes qui vivent des césariennes. Il peut y avoir des césariennes heureuses. J'en ai eu, dont on garde de magnifiques souvenirs. Et c'est vrai qu'en fait, il suffit, je peux vous demander des petits tips tout à l'heure, je me permets d'en donner 2-3. En fait, il suffit de pas grand-chose. Il suffit de, vous avez, moi par exemple, j'avais un muscle coincé après l'arraché-anesthésie. Il suffit qu'on vienne vous dire, est-ce que vous voulez que je vous masse avec une petite crème? Est-ce que vous voulez que je vous apporte une bouillotte? Voilà, c'est rien en fait. Ah, vous avez mal au dos. Est-ce que vous voulez que je vous apporte une bouillotte? Ah, bah oui, j'aimerais bien une bouillotte en fait. Et ou alors, est-ce que vous voulez que votre petit nouveau-né, là, je l'emmaillote pour que cette nuit, ça aille bien pour vous parce que je sens que vous êtes un peu fatigué parce que peut-être que ça tire un peu au niveau de la césarienne. Voilà, des petites choses où en fait, et probablement que 2-3 petites choses comme ça qui n'ont l'air de rien, eh bien, permettent en fait de remettre aussi la femme au centre du jeu, j'ai envie de dire, et qui lui permettent en fait eh bien, de sentir que ce qu'elle vit n'est pas anodin, que ça n'est pas rien, que c'est important, qu'elle a le droit d'en parler et que cela a du sens à la fois pour elle, pour son coparent, s'il y en a un, pour son enfant, parce que ça fait partie de l'histoire de cet enfant. Et c'est chouette aussi d'avoir des choses à raconter concernant cette histoire à ses enfants et puis concernant évidemment le monde médical. Et donc, merci beaucoup d'avoir passé ce sujet au centre du jeu et comptez sur moi pour dorénavant le placer également à l'agenda du monde politique et parlementaire. Et dès la semaine prochaine, j'aurai des questions écrites, etc., sur ces problématiques à l'appui de votre livre blanc. Merci beaucoup. Merci mille fois. Et pour tout ce que vous avez dit sur le vécu, la manière dont on le vit, je vous embauche parce que ouais, alors ça va être la fin. Après, on va pouvoir aller manger, boire quelque chose. J'ai juste un tout petit truc à vous montrer, mais qui dure 1 minute 12, qui est important, vous allez voir. Je pense qu'il faut retenir aujourd'hui que c'est à nous tous en fait de faire changer aussi la façon dont les femmes le vivent parce qu'en fait chacun peut faire quelque chose. On a beaucoup parlé des recommandations pour les professionnels de santé, mais c'est aussi aux soignants, non justement, c'est aussi aux entourages, aux entreprises, aux gens en fait qui côtoient toutes ces femmes d'être présents et d'être à leur côté. Vous avez vu sur les slides sur l'entourage, c'est quand même pas la joie. C'est pour toutes les femmes qui accouchent, mais particulièrement pour ces femmes. Donc ça, c'est votre mission, de partager ce qui s'est dit aujourd'hui. Si tout va bien et que la technique est là, on a un replay complet, sauf les 10 premières minutes, puisqu'on avait oublié de le déclencher. Mais voilà, partagez-le autour de vous et surtout, envoyez les ressources qu'on propose. Notre podcast qui fait beaucoup de bien. On a aussi des super épisodes avec des soignants qui sont très rassurants, notamment sur l'anesthésie et celui avec le docteur Thierry aussi. Et on en fera plein d'autres. Pour parler aussi de notre lingerie qui peut aider les femmes, offrez-la surtout, c'est pas à elles de se l'acheter, offrez-leur. Et puis bientôt, vous pourrez leur partager aussi notre application. Et déjà, il y a beaucoup de conseils de nos soignants sur notre site, mais en tout cas, c'est aussi à la société civile de prendre ce sujet à bras le corps. C'est pas que le sujet des patientes, des mères ou des soignants. Voilà, je voudrais terminer sur une petite note qui me tient extrêmement à cœur. Wounded Woman travaille aussi beaucoup avec les femmes en oncologie parce qu'on a fait une lingerie spécialisée pour les cicatrices.
Et je voulais vous passer le film qu'on a fait sur notre lingerie. Il est important que vous le voyez parce que je voulais rendre hommage à toutes les femmes qui sont à mes côtés, les femmes qui ont des césariennes, les femmes qui ont eu des opérations, toutes les femmes qui ont été en souffrance et qui depuis 3 ans sont à mes côtés, viennent poser pour la lingerie. On veut dire se mettre à nu à la fois dans leur témoignage et physiquement. Et c'est très important pour moi de leur rendre hommage aujourd'hui. Donc je vous passe ça, ça dure pas longtemps et après promis, on va trinquer tous ensemble. J'avais jamais pensé à la lingerie comme un moyen de me sentir femme. Mais si j'avais eu la lingerie à Wonder Woman, je me serais sentie, certes, une femme qui a été opérée, blessée, mais néanmoins une femme forte. Je me serais sentie, certes, une femme qui a été opérée, blessée. Je m'appelle Myriam, Noémie, Caroline, Cindy, Valérie. je m'appelle Aria. Christelle. Vraiment grâce. J'ai été opérée d'un cancer du sein, donc j'ai une mastectomie totale droite. Ensuite, au mois de septembre, j'ai eu une célioscopie dans le cadre d'une PMA. En 2015, j'ai eu une césarienne d'urgence pour la naissance de ma fille. J'ai de l'endométriose et j'ai eu une laparotomie. J'ai été opérée, j'ai une cicatrice qui fait tout le tour du corps. J'ai une cicatrice maintenant depuis presque 19 ans. J'ai une cicatrice de 24 cm sur le ventre tout le long. Ce qui m'a handicapée au quotidien, c'est pouvoir bouger simplement, correctement. Je ne pouvais pas porter de vêtements normaux, donc j'ai été obligée de garder les pansements plus longtemps que prévu parce que sinon le frottement des cicatrices, c'était très douloureux. Si j'avais eu la lingerie Wonder Woman, au quotidien, c'est clair que déjà j'aurais pu me redresser plus facilement. Ça m'aurait permis de reprendre mes activités artistiques comme la danse ou le chant. Franchement, si j'avais eu la lingerie Wonder Woman, ça aurait été beaucoup mieux pour faire mes exercices. Ça m'aurait permis de me retrouver, de me sentir femme et d'accepter ce par quoi je suis passée et de me dire que c'est qu'une étape. Merci beaucoup. C'est pas un moment de pub, c'est vraiment un moment pour honorer toutes les femmes qui vivent des opérations, qui ont des cicatrices et qui vivent ça en silence parce que ça se voit pas quand on se voit, quand on est habillé. Il y en a beaucoup ici. Je reconnais plein de visages, d'autres que je ne connais pas. Pensez aux femmes autour de vous et prenez soin d'elles. Et je vous dis à tout de suite pour boire un coup.